Faut-ce qu'on ait peur ici? La Troisième Guerre mondiale s'en vient-tu? Pendant très longtemps, l'Iran, c'était une marionnette de l'Occident. On avait accès aux réserves pétrolières. Le monde voyait très bien qu'il se faisait abuser. Là, on installe l'Ayatollah, une république islamique. C'est une république qui est fondée sous des slogans de « mort à l'Amérique »,« mort à Israël ». À cause de tout ça, l'Iran, qui, elle, dans le fond, c'est le boss des chiites. Ce qu'elle fait, c'est aller se trouver des milices chiites un peu partout dans le monde, notamment le Hezbollah, le Hamas, c'est des sunnites en passant, les Houthis au Yémen, des milices irakiennes qui avaient anciennement la Syrie. Normalement, c'est un genre de porte-épée. Puis là, on y a enlevé toutes ces épines les unes après les autres. Le 7 octobre, la Hamas attaque Israël. On ne sait pas exactement à quel point Israël était au courant en passant. Et là, tu vois Israël qui a une opportunité incroyable. L'opportunité, ça s'appelle Donald Trump. Ce que tu vois, c'est que tu as une petite fenêtre qui va durer 2 ans, parce que tu peux faire ce que tu veux. On va commencer par le Hamas, on va toutes les faire. Ça, les Américains, ils sont-tu forts, Israël? Ils sont rien. S'ils sont faibles, pourquoi ils sont pas faits juste tasser puis éliminer? Je m'en vais dans une place tellement controversée. Ça sonne comme une théorie du complot, parfois. Là, l'Iran se fait bombarder. Y a-tu des chances qu'eux autres, ils répliquent? À chaque fois que les négociations s'effondrent, tu vois l'Iran qui fait comme « Ouais, good ». Et sprint vers la bombe nucléaire. C'est de la dissuasion. Mettons, je t'enlève toutes les épines, t'as encore une bombe nucléaire entre les dents. Mesdames, messieurs, la planète est en guerre. Mon beau-frère. T'as starté ça un peu à la Benjamin Tremblay. Ben exactement. Mes chers amis, c'est un plaisir de vous retrouver. On est en guerre. L'heure est, ma foi, à la compréhension, je pense. On va essayer de comprendre aujourd'hui avec Benjamin qu'est-ce qui se passe dans le monde, parce que là, il y a le conflit, oui, en Ukraine puis en Russie qui dure déjà depuis 4 ans. Ça, on en a déjà parlé. C'est pas là-dessus qu'on va s'éterniser, mais là, il y a le conflit qui est en Iran, qui est, ma foi, un peu incompréhensible, je pense, pour beaucoup de monde, parce que il y a tellement d'intérêts des États-Unis, d'Israël, de l'Iran, puis là, il y a plein de pays qui s'ajoutent à chaque jour. Fait que je pense qu'il y a du monde qui ont de la misère à comprendre d'où vient ce conflit-là, c'est quoi le conflit qu'on a aujourd'hui, puis ça va nous apporter à quoi, ce conflit-là. Ben, je pense que c'est avec ça qu'on va traiter aujourd'hui. Ben c'est ça, tu sais, ça va vite dans l'actualité ce temps-ci. Puis comme tu dis, là, moi, j'ai commencé à m'intéresser à ça. Là, on dirait que tout le monde parle de l'Iran, le bombardement qu'il y a eu, c'est comme le sujet de l'heure. Mais là, tu commences à t'intéresser à ça, puis là, tu réalises que c'est des trucs qui se travaillent depuis des années. Il y a eu la guerre de Dojo l'année passée. Fait que là, il y a comme plein d'enjeux qui s'embriquent l'un dans l'autre, mais quand t'as pas suivi ça depuis 3 ans quasiment, ben tu sais, tu perds des bouts, genre. Fait que moi, je suis là dans ma réflexion, c'est que là, je perds des bouts. Fait que je pense que ça va être le fun d'en parler avec Benjamin pour qu'il nous éclaircisse sur toute la situation de A à Z. C'est ça. Ça fait 47 ans que le régime iranien est au pouvoir puis qu'ils disent mort à Israël. C'est ça. Fait que c'est-tu Israël qui sont là pour finalement mettre un couteau dans le nid de guêpe, ou c'est-tu les États-Unis qui ont, tu sais, parce que là, Donald, il dit que c'est lui qui a tiré à la pipe de l'autre, puis l'autre, tu sais, c'est vraiment compliqué, je pense, quand tu suis pas vraiment ça, puis je pense que... Faut-ce qu'on ait peur ici? La Troisième Guerre mondiale s'en vient-tu? C'est à quel point la situation c'est dramatique? C'est comme un peu tout ça là, qui est intéressant, puis qui est stressant. Un peu. Exact. On voulait remercier aussi nos sponsors, Fort Saint-Basile, qui nous ont amenés jusqu'à Bonport. On est venu jusqu'à Québec, mon beau-frère, faire le podcast. Merci à Taizon de nous nourrir. Merci à Meubles RD de nous mettre des beaux meubles dans nos studios. Ben là, on n'est pas Meubles RD, mais mon beau-frère dans du Meuble RD. Puis c'est délicieux l'eau dans du Meuble RD. Ah ouais? Fait que je vous encourage à les encourager le plus possible. Puis Eros et compagnie. Avec le break 15, t'as 15% de rabais sur tout. Mesdames, mesdemoiselles, sans plus tarder, le spécialiste, le meilleur vulgarisateur dans la francophonie, je dirais-je, de la géopolitique. Sans plus tarder, on accueille Benjamin Tremblay! Yes, sir! Ça va? Merci de ces bons mots pour commencer, je l'apprécie énormément. Ben, c'est avec... c'est pas pour te licher le bat que je dis ça. C'est gentil. Puis merci d'être open à tout le temps accepter nos invitations. Ben, on se dit nos invitations, mais c'est nous qui s'invitent chez vous aussi. Quand même, on est dans On est toujours les bienvenus, on dirait. Ben ouais, c'est ça, j'aime ça, ces épisodes-là. Je trouve que c'est le fun. Et on se met à jour sur l'actualité. Puis c'est vrai que, tu sais, on voit que t'aimes ça. Là. Ouais, non, c'est un bon format que j'aime beaucoup. Puis voyez-vous, c'est que moi, souvent, on travaille dans des trucs qui sont plus académiques, plus techniques. J'adore ça des fois, venir vulgariser un peu plus, puis tomber dans, disons, dans des explications plus communes, puis compréhensibles pour le commun des mortels, qui des fois suivent ça de l'extérieur. Une vidéo de 7 jours sur Terre, on prend pour acquis souvent que les gens suivent ça depuis très longtemps. Fait que ça fait du bien des fois de descendre ça d'un niveau, puis d'arriver avec des trucs plus compréhensibles, puis vraiment de partir du début.
T'es dans la bonne place pour descendre ça d'un niveau, mon Benjamin. Je pense qu'on est parfait pour ça. Fait que là, si c'est, mettons, parlons de descendre ça d'un niveau, la situation avec l'Iran. Là, tu sais, là, on entend parler des frappes israélo-américaines, là, c'est ça qui est dans l'actualité. Ça part de où tout ça? Là? Peux-tu nous faire un petit briefing de qu'est-ce qui a mené aux frappes qu'on voit aujourd'hui dans l'actualité? Faut que je revienne un petit peu dans le temps, mais je vais y aller rapidement. D'abord, je demande aux gens d'être indulgents. C'est une longue histoire. Je vais essayer de faire mon possible pour passer par-dessus les grands épisodes, si on veut. Pendant très longtemps, l'Iran, c'était essentiellement une marionnette de l'Occident. On avait, comme beaucoup d'autres pays à travers le Moyen-Orient, comme beaucoup de pays en Afrique, on avait démarché pour s'installer un pouvoir qui était favorable à nos intérêts. Donc, il travaillait pour ce qu'on lui demandait, puis les instructions qu'on lui donnait, spécifiquement sur le pétrole. On avait accès aux réserves pétrolières de l'Iran, puis on en faisait à peu près ce qu'on voulait. Quand je dis « on », je parle pas du Canada, naturellement, je parle surtout, en l'occurrence, des Français, des Britanniques et un peu en partie des Américains, mais c'était beaucoup européen, là, ce qui se passait en Iran. Donc, lui est là pendant des années. C'est le fameux Shah d'Iran. Vous voyez, aujourd'hui, j'ai mis mon uniforme de Shah d'Iran. Il s'habillait beaucoup comme ça. Il s'habillait en 3 pièces. Il était très européen. Il parlait un français exceptionnel, d'ailleurs. Vous avez des entrevues du Shah d'Iran qui parlait, a été, si je me souviens, éduqué en Suisse ou en Belgique, un des deux. Puis vraiment un gars très lettré, très érudit, mais ne connectait pas avec la population iranienne. Il était vu comme justement un plant de l'étranger, une marionnette qui servait les intérêts franco-britanniques, américains. Fait qu'arrive en 1979, la fameuse révolution islamique, qui essentiellement, tu vois ça à peu près partout à travers le monde musulman, tu vois ça à travers le monde arabe, tu vois ça en Afrique aussi, tout dans la même période, là, les années 60, 70, même fin des années 50, tous les pays se sont réveillés. Tous ceux qui avaient des ressources à pu finir, puis du pétrole, puis qui étaient colonisés de l'extérieur, tu as eu un grand mouvement de décolonisation, puis d'émancipation de ces peuples-là. Fait que tu avais, en Arabie Saoudite, tranquillement, on sortait l'influence américaine, ou du moins, dans la mesure du possible, puis on essayait d'avoir plus de redevances. Arrivait du côté, par exemple, le Venezuela, même affaire, c'est à ce moment-là qu'on s'est mis vraiment à essayer d'avoir plus de redevances sur le pétrole. Même chose s'est passée en Iran. Le monde voyait là, que partout ailleurs, les pays se réveillaient, qui sortaient le colonialisme, puis qui sortaient les puissances métropoles européennes, puis qui s'octroyaient leurs propres ressources, puis qui commençaient à devenir prospères, puis à se développer. Fait que c'est dans ce contexte-là que vient la Révolution en 1979. Le monde voyait très bien qu'il se faisait abuser, voyait bien qu'il y avait des ressources, voyait bien que c'était un pays qui pourrait être extrêmement riche, extrêmement prospère, mais t'avais un mouvement d'opposition qui était fracturé en plusieurs éléments. C'est un peu comme si, à l'époque des carrés verts, puis des carrés rouges, puis du printemps érable, tu avais eu les fonctionnaires qui s'étaient greffés à ce mouvement-là pour d'autres revendications. Puis tu avais eu les aînés qui se seraient greffés à ce mouvement-là pour d'autres revendications. Et ça te fait une espèce de groupe qui n'ont pas tous les mêmes intérêts, à part sortir le gouvernement de là. C'est ça qui s'est passé en 1979. Tout le monde était d'accord, il fallait sortir. Tu avais des étudiants qui, eux autres, ce qu'ils voulaient, c'était une république démocratique, ouverte sur le monde, vraiment un progrès là, au sens de la trajectoire du pays. Puis tu en as d'autres qui étaient les religieux, les conservateurs. Eux autres, ils haïssaient le Shah parce que lui, c'était justement un régime séculaire qui permettait aux femmes de ne pas se voiler. On voit les fameuses images de l'Iran. C'est ça, exactement. Fait que tu avais les étudiants qui disaient on doit aller plus loin là-dedans, puis arrêter de nous vendre aux Américains, puis etc. On est dû pour un vrai gouvernement. Puis tu avais dans le même mouvement les religieux, si on veut, le mouvement plus conservateur, qu'eux autres disaient non, nous autres aussi, on veut se débarrasser du gouvernement. Mais le nouveau modèle, ça devrait être l'ayatollah, etc. Donc un modèle religieux très, très rigoriste, la République islamique. Et à ce moment-là, le réseau chiite, si on veut, le réseau religieux à l'intérieur de l'Iran, là, que contrôlaient les religieux et les conservateurs, c'est un peu ce qu'on avait ici au Québec dans les années 30 et dans les années 40. Tu comprends? Contrôlaient les écoles, pas les écoles, etc., mais contrôlaient beaucoup d'institutions, puis il y avait un réseau, tu sais, il y avait une structure de pouvoir déployée à travers tout le pays. Fait que dans ce conflit-là, sur quelle trajectoire que devrait prendre le pays, c'est eux autres qui ont gagné. Okay. C'est eux autres qui ont été en mesure. Quand ils ont fini par sortir le Shah qui s'est enfui en Europe, à mon souvenir, et à ce moment-là, on installe l'ayatollah, une république islamique. C'était-tu une guerre civile ou, tu sais, ça s'est-tu fait juste un push? C'était plus un putsch. C'était plus un putsch. Révolution islamique a vraiment été comme
c'était évident, c'était flagrant qu'il ne pouvait pas rester. Fait que le Shah, éventuellement, a juste vu the writing on the wall, la pression populaire, les gens qui étaient par milliers, dizaines de milliers dans les rues. T'as des images de la révolution islamique qui sont vraiment impressionnantes, là. Oui, tu as eu un élément de violence, mais c'est pas été une révolution violente en soi. Ça a surtout été un mouvement populaire qui a sorti de gouvernement puis qui l'a invité essentiellement à prendre un billet pour un autre pays. Maintenant, là, tu fondes cette république islamique-là. Immédiatement, tu comprends que c'est fondé sur la détestation de l'Occident, qui nous a volé pendant des années, qui nous avait installé un faux gouvernement, qui nous abusait. Fait que dès le départ, c'est une république qui est fondée sur des slogans de « mort à l'Amérique », « mort à Israël », « mort aux sionistes », « mort aux impérialistes ». Sioniste, c'est le terme qu'on utilise pour dire ceux qui veulent un État israélien, un État juif. Okay. Si tu dis que tu es d'accord avec cette idée-là, c'est le projet sioniste, le sionisme. À l'inverse, ben c'est ça, tu en avais une maudite gang là-dessus qui voulait absolument rien savoir. Parce qu'on estime premièrement qu'il y a une dimension religieuse. Les Juifs sont des adversaires dans l'esprit chiite particulièrement, mais aussi un peu répandus dans la religion musulmane. Je ne veux pas aller trop loin là-dessus, là, mais il y a un antagonisme historique. Donc, naturellement, les musulmans en avaient contre Israël et au jour 1, littéralement de la République islamique, on jure ce qu'on appelait le djihad à Israël. Donc, la guerre religieuse, la guerre de confession à Israël, avec l'objectif de l'éliminer. Encore aujourd'hui, l'Iran, quand vous regardez les communiqués du gouvernement iranien, ils vont bombarder Israël, ils nommeront même pas Israël. Pour eux, Israël n'existe pas. Ils vont dire, on a bombardé les territoires occupés. Okay. Oh, ils disent même pas, ils disent, aujourd'hui, on a bombardé les occupants des territoires. Ils vont jamais mentionner Israël. Parce que pour eux, c'est une entité qui n'existe pas puis qui n'est pas légitime. Mais quand ils disent territoire occupé, c'est-tu comme parce que les Juifs sont arrivés puis ont occupé le territoire puis ont c'est qu'il y avait une Palestine. Il y avait une Palestine. Il y a eu des négociations avec les Européens, etc. Après la Deuxième Guerre mondiale. On voulait donner un foyer national pour les Juifs à cause de la tragédie qui venait d'arriver justement à travers la Shoah, l'Holocauste. On voyait qu'il y avait un scandale puis une tragédie énorme, vraiment une envergure inimaginable. Puis il y avait cette culpabilité-là d'abord, puis aussi additionnellement beaucoup de lobbying qui a eu lieu dans cette période-là pour donner un État aux Israéliens. Mais ça, c'est important de comprendre aussi. On ne parle pas de ça parce que c'est extrêmement tabou. Mais la réalité, c'est quand on a fondé l'État d'Israël au départ, là, puis que l'idée commençait à flotter, dire est-ce qu'on leur donne un pays ou pas, est-ce qu'on le reconnaît, est-ce qu'on le reconnaît pas, beaucoup de gens étaient opposés à l'idée. Ça a commencé avant la Deuxième Guerre mondiale, il faut comprendre. Déjà dans les années 20, les années 30, les années 10, tu avais déjà une idée là, de donner un État juif national sur les terres saintes, etc. Oh, ouais. Puis beaucoup de Juifs aux États-Unis étaient opposés à ça. Des Juifs européens, des Juifs américains. Premièrement, tu n'avais pas encore eu la Shoah, l'Holocauste, qui était un peu le prétexte principal, la motivation centrale, si on veut, pour lui donner, au-delà des revendications religieuses, etc., culturelles, il y avait vraiment le fait qu'il y avait un crime qui avait été commis contre le peuple juif. Mais additionnellement à ça, c'était que les Juifs étaient déjà constamment visés par de l'antisémitisme. Tout le monde détestait les Juifs. Puis là, je le dis en pesant mes mots, mais l'antisémitisme était très répandu, autant en Europe qu'aux États-Unis, avant la Deuxième Guerre mondiale, puis la Shoah, etc., où cette notion-là a été portée à son extrême, puis beaucoup de gens s'en sont retirés. Mais l'eugénisme, la manipulation génétique, la pureté du corps génétique, c'était des trucs qui ont été repris par Hitler, puis qui étaient très populaires aux États-Unis à ce moment-là. Oh ouais. Donc, lorsque la discussion a lieu initialement, est-ce qu'on reconnaît l'État d'Israël ou pas? Est-ce qu'on leur donne, s'ils l'ont, est-ce qu'on devrait les reconnaître puis travailler avec eux? Les Américains, eux autres, de leur côté, disaient non, on ne devrait absolument pas créer un État israélien pour un certain nombre de raisons. Premièrement, parce que notre intérêt, il est avec les peuples arabes. C'est les Arabes qui ont le pétrole. C'est carrément ça que les Américains se disaient. Et t'as même, écoute, la CIA, à ce moment-là, n'existait pas encore, c'était les services secrets structurés autrement, mais les services de renseignement, le département d'État, tout le monde aux États-Unis, le ministère de la Défense, le Pentagone, tout le monde allait voir le président et disait « Si tu reconnais Israël, tu n'as aucune idée comment tu vas nuire, ça va être un désastre. » Tout le monde était opposé à ça, mais il y avait des dimensions politiques, du financement qui venait beaucoup de la communauté juive aussi vers le Parti démocrate à l'époque, qui a permis, si on veut, d'avoir un président qui a été contre la volonté de beaucoup de ses conseillers. Puis même, il y a un gars à ce moment-là qui s'appelle George Marshall, qui était secrétaire d'État des États-Unis, qu'on qualifiait comme étant « the greatest living American », l'Américain vivant le plus prestigieux, le plus grand Américain à être en vie, qui lui allait voir le président, son boss, qui disait
si vous reconnaissez l'État d'Israël, considérant à quel point ça va nuire à nos intérêts, à quel point on vous a manifesté tout ça, puis on vous l'a communiqué explicitement, je ne pourrai pas voter pour vous à la prochaine élection. Il sort de la pièce, il s'en va immédiatement s'asseoir avec le sténographe de la Maison-Blanche, là, qui écrit les... D'habitude, ils vont te faire un résumé assez approximatif, ils vont pas te dire ce qui s'est dit. Lui, il dit non, j'ai dit telle affaire, j'ai dit que je ne voterai pas pour lui, que ce serait un... Parce qu'il voulait que ces déclarations soient enregistrées pour l'histoire. Okay. Il savait que la postérité lui donnait raison. Avance rapide, à la fin comme je te dis, tu as les Juifs durant cette période-là qui sont victimes d'antisémitisme. Eux autres ne veulent rien savoir de dire la notion selon laquelle « allez toutes dans un territoire, là. Allez toutes là-bas. » là. Les autres voyaient ça un peu comme l'antisémitisme, un rejet des Juifs. Wow. Ils disaient « on a le droit d'être dans vos pays, c'est quoi ce joke-là? Là? Vous voulez nous sortir tout le monde? » Puis les Juifs ont été expulsés de combien de pays à travers l'histoire? Littéralement des dizaines ou même presque une centaine. Fait que là-dessus, il faut comprendre, c'est une expérience qui était internalisée puis que les Juifs rejetaient là, cette idée de rapatriement sur la Terre Sainte jusqu'à ce qu'arrive la Shoah, l'Holocauste, où là, soudainement, la discussion évolue. C'est ça, la discussion évolue énormément, puis on finit par accepter ça. Donc, longue histoire courte, là, t'as Israël qui naît un peu à reculons. Là. Les États-Unis regardent ça, puis quelques années après, t'as des épisodes qui sont discutés à l'intérieur de la Maison-Blanche où l'état-major des États-Unis, du gouvernement américain, se regarde puis se disent « On a commis une erreur. On a vraiment commis une erreur, puis manifestement, là, on n'aurait peut-être dû pas les reconnaître. » Parce que, dans les années qui suivent, Israël s'engage dans une série de guerres avec tous ses voisins arabes. 3 guerres consécutives entre les années 60. En fait, sa naissance, le premier jour de l'existence d'Israël. Jour 1, où on déclare l'existence de l'État, tout le monde l'envahit. Ah ouais? 5 ou 7 de ses voisins l'envahissent immédiatement parce qu'on rejetait ça. Non, ça n'a pas rapport à ce pays-là. Et de notre côté, on se dit, bon, ça a l'air que c'est fini pour Israël. Après la première journée, il se fait envahir. Turns out, non, il gagne. Il gagne la guerre. Puis c'est un événement vraiment fondateur dans l'histoire d'Israël. On s'entend, il y a eu de l'assistance par les pays occidentaux et tout ça. Mais initialement, on le regardait aller en se disant, bon, ça y est, c'est terminé. On a essayé, on a fait notre possible pour eux autres. Jour 1, ils se font envahir. Ils ont survécu à ça. Même chose la deuxième. C'est là qui est né le Hezbollah puis le Hamas. Plus tard, j'y arrive. Okay. Où là, justement, tu arrives, mettons, dans les années 70. On regarde une carte, là. Tu as Israël. Au nord, tu as le Liban. Le Liban est en guerre civile. De 1970 à 1995. La révolution iranienne arrive en 1979. Quand la révolution iranienne se produit, eux autres, ce qu'ils voient, c'est qu'il y a une guerre civile au Liban, où là, tu as une multitude de groupes qui s'affrontent, là, c'est le bordel. Mais, au sud, juste à côté de la frontière avec Israël, tu as des milices musulmanes qui sont plein de groupes détachés puis loussement associés, mais qui militent essentiellement pour la même chose, pour prendre un contrôle politique musulman sur le Liban, puis s'opposer à Israël, etc. Fait que dès le départ, en 1979, première affaire que fait le gouvernement iranien, c'est envoyer de ses représentants au Liban pour aller organiser ces milices musulmanes-là, puis dire, vous autres, vous êtes direct à la frontière avec Israël, on va vous armer, on va vous financer, et vous allez pouvoir porter le combat. Et que ça arrive en 1982, le Hezbollah. C'est comme ça que ça naît. On le découvre seulement en 85. Ouais. Pendant 3 ans, le Hezbollah opère essentiellement dans les coulisses, dans l'ombre, jusqu'à ce qu'on découvre l'existence de l'organisation. Fait que c'est vraiment à partir de là. Le Hezbollah, c'est les années 70, 80. Immédiatement, les Iraniens vont venir s'impliquer pour essayer de créer une force qui va avantager, jouer en faveur de leurs intérêts, puis attaquer Israël pour eux. C'était quoi les relations avec les pays autour pré-Israël? Ils étaient-tu si proches de la Palestine? Pourquoi ils veulent à ce point-là envahir Israël? C'est-tu idéologique ou c'est parce qu'il y avait des rapports d'affaires avec la Palestine? Excellente question. Il y avait... Bon, là, tout ce que je vais dire ici, c'est extrêmement contentieux. Tu comprends? Tout ce que je vais dire, ça peut être contesté de manière militante et très convaincante par quelqu'un qui va me dire « c'est pas vrai ». Fait que je vais essayer d'être aussi... de peser mes mots, d'être aussi clair que possible. Il y avait très peu de population en Palestine avant l'arrivée des Israéliens. Il y en avait, on s'entend, c'était un territoire occupé par des Palestiniens à ce moment-là, des musulmans qui étaient essentiellement un peu des restants de l'Empire ottoman. Maintenant, c'était un territoire qui était considéré comme étant désorganisé, si on veut.
Il n'y avait pas de gouvernement formel sur place. On avait... la colonisation israélienne était déjà commencée. Des Juifs allaient s'installer dans la Terre sainte, qu'ils qualifiaient, parce que c'était la Terre sainte. Parce que c'est Jérusalem, le lieu de la naissance. C'est la naissance de Jésus, Bethléem, pardon. Tu as Jérusalem sur place. Additionnellement à ça, tu as le mur des Lamentations. Mais tu as aussi des lieux saints musulmans. C'est ça. La mosquée d'Al-Aqsa, notamment, t'as le dôme d'or pour les Israéliens, les Juifs, pardon. Fait que t'as 3 religions qui ont des lieux saints fondamentaux sur ce petit espace de terre-là. Fait que depuis le départ, les Israéliens le considéraient comme la destinée, c'est la Terre sainte, c'est là qu'on devrait établir un pays, c'est bibliquement ce qui nous est prescrit. Puis de l'autre côté, ben, tu as les musulmans qui vont dire c'est la Terre sainte des musulmans. On a des sites, des lieux saints là-dessus. En fait, c'est un des 3 lieux saints de la religion musulmane. Tu as la Mecque, tu as Médina, qui est en Arabie Saoudite, Médine, pardon, puis tu as du côté de Jérusalem, tu as la mosquée d'Al-Aqsa. Fait que pour eux, ça ne pourra jamais être complet tant qu'ils n'auront pas le contrôle sur les 3 lieux saints. Ouais, okay. Premier élément à comprendre. C'est pour ça, en passant, que l'Arabie Saoudite a autant d'influence dans le monde musulman, c'est qu'il en contrôle 2 des 3. Tous les musulmans du monde sont obligés de faire un pèlerinage à la Mecque pendant le Hajj. C'est extrêmement important de comprendre à quel point ces lieux-là ont une dimension fondamentale dans la compréhension de la région. Fait que ces 3 endroits-là, tout le monde les veut. Il en reste un qui est essentiellement up for grabs, c'est Jérusalem, qui est occupé par les Israéliens depuis très longtemps. On l'avait divisé en 2 pendant une longue période. Puis, depuis quelques années, les Israéliens grugent toujours un peu plus sur Jérusalem. Fait que c'est à ça qu'ils font référence, les Iraniens, quand ils disent les territoires occupés. C'est qu'ils ne reconnaissent pas le droit d'Israël d'occuper ce territoire-là, ce qui, en passant, a été longtemps la position de plusieurs pays et de plusieurs groupes à travers le monde, qui disaient, tant qu'on n'a pas une solution à 2 États, on ne peut pas reconnaître que c'est la finalité de tout ça. L'idée, c'est-à-dire, on va donner un État aux Israéliens et un État aux Palestiniens. Puis ils doivent coexister d'une certaine manière, puis on leur avait divisé Jérusalem en 2. Maintenant, les Israéliens n'ont jamais accepté cette idée-là. Ça va être maintenant, c'est impossible, là, jamais de la vie. Exactement. Aujourd'hui, ce serait plus possible. Encore là, ça, ce que je viens de te dire, ça va choquer les gens. Aujourd'hui, ce serait plus possible. Solution à 2 États. Comment les Israéliens ont dégradé l'écosystème palestinien. Les leaders ont été tués, le Hamas est neutralisé, le Hezbollah est neutralisé, on a colonisé la Cisjordanie, on est rendu qu'on donne des titres de propriété aux Israéliens. Ils ont bâti E4, qui est vraiment une zone de colonisation qui est juste entre, essentiellement, les territoires palestiniens, ce serait 2 bouts. Ben là, on colonise entre les 2. Pour dire, on vient d'enclaver ces 2 territoires-là. Fait qu'aujourd'hui, tu voudrais créer un État palestinien, ce serait extrêmement difficile. Ensuite, la Palestine, en théorie, tu as Israël au centre, tu as Gaza d'un côté, puis tu as la Cisjordanie de l'autre. En théorie, la Palestine, c'est la somme de ces 2 éléments-là. C'est Gaza et la Palestine. Les 2 ont 2 gouvernements différents qui se détestent et qui se sont fait la guerre par le passé. C'est comme ça, notamment, que le Hamas arrive au pouvoir, d'ailleurs. C'est que vous aviez l'autorité palestinienne, à travers le Fatah, etc., qu'un autre groupe qui contrôlait Gaza, puis qui est entré en guerre contre le Hamas. Puis en veux-tu en savoir une bonne? Ça arrive en 2005, 2006 à peu près. C'est Israël qui finançait le Hamas. Ouais. C'est Israël qui soutenait et finançait le Hamas. Pourquoi tu penses? Parce que tu en as un qui veut négocier avec toi puis qui dit que nous autres, on veut une solution à 2 États. On est un interlocuteur raisonnable, puis la communauté internationale est prête à discuter avec nous. T'en as un autre qui dit « T'as pas le droit d'exister. Puis si moi je prends le pouvoir, je t'efface de la surface de la planète. Puis on va tuer tous les Juifs jusqu'au dernier, c'est notre mission. » C'est lui qui devrait gouverner Gaza. Parce que lui, c'est un interlocuteur inacceptable. Il n'y a jamais personne qui va accepter de négocier avec lui, ce qui a permis la position israélienne. De dire « Fuck you, on parle pas avec les Palestiniens. » Fait que depuis le départ, puis ça, c'est tout documenté. Là, le monde va me lancer des tomates, je les entends siffler à côté de mes oreilles. Là. Mais je vous jure, ça, c'est Israël qui a commencé par financer le Hamas parce qu'il voyait un intérêt stratégique. Puis en veux-tu encore une meilleure? Récemment, on vient juste d'apprendre, là, à peu près 1 an, Netanyahou était forcé de l'avouer parce que ses chefs de renseignement sont sortis publiquement pour lancer le drapeau rouge puis dire « Hey, guys, notre gouvernement, actuellement, finance des groupes criminels dans la bande de Gaza pour crisser la marde. » Là, tout le monde dit « De quoi tu parles?
Puis effectivement, il y a des groupes criminels à Gaza qui n'ont aucun sens. Là. Ils attaquent les convois humanitaires, volent la nourriture, tuent les gens qui sont là pour aider. Quand tu avais des policiers qui partaient après ce monde-là, il y a des policiers à Gaza. Le Hamas gère quand même des services administratifs. Les policiers, les ambulanciers partent après. Ils se font frapper par des frappes de drones israéliennes. Et là, depuis un bout, on était comme... Israël, est-tu en train de collaborer ou coordonner avec ces groupes-là pour mettre le bordel dans Gaza? Le chef de renseignement sort, dit, oui, assez que Netanyahou, le premier ministre israélien, a été obligé de sortir en vidéo et faire une déclaration pour dire, oui, effectivement, nous avons activé des clans puissants à l'intérieur de Gaza pour s'opposer au... Parce que le Hamas, c'est quoi qu'il dit? Ils ont un gouvernement, on donne des services, on collecte des taxes, oui, on fait la guerre à l'occupant puis tout ça, là, ça c'est le discours du Hamas. Mais il reste que c'est le gouvernement de Gaza. Fait que plus qu'il paraît incompétent, puis pas capable, puis c'est le bordel, puis il n'y a personne capable de manger, puis plus que ça renforce la position israélienne. De dire, fuck le Hamas, on le veut pas. Puis... Fait que là-dessus, il faut prendre conscience. Là. Israël est extrêmement fourbe. Je pourrais pas lister toutes les manières qui ont saboté puis essayé de neutraliser le projet à deux États, le projet palestinien, depuis le début. C'est la principale mission d'Israël depuis qu'elle existe, c'est d'essayer d'éliminer cette idée-là de projet palestinien. Netanyahou s'en vante, en privé. Il va voir des électeurs, il parle avec eux autres, il dit là, nous autres, on veut rien savoir de... Puis il explique, il dit non, si tu votes pour moi, mon homme, jamais qu'il va y avoir un État palestinien. Il dit ouvertement, il dit no Palestinian state on my watch. Fait que ça, il faut le comprendre. L'antagonisme, il vient des deux côtés. Autant Israël veut rien savoir d'un État palestinien, autant les pays arabes veulent rien savoir d'avoir Israël sur les territoires occupés. Ça, c'est la dimension religieuse, politique. Additionne maintenant la notion stratégique. Où là, l'Iran, lui, de son côté, voit bien que, on s'entend, là, t'es un régime, il faut le comprendre, c'est une dimension que j'ajoute, je suis désolé de complexifier ça, mais l'Iran, c'est à peu près c'est le principal régime chiite à travers le monde. Tu as des sunnites, tu as des chiites. Je simplifie énormément, mais actuellement, les chiites sont vus comme les plus radicaux. Typiquement, vont avoir une attitude plus rigoriste. Ils sont la branche contre l'autre, ils s'aiment pas. Ils se détestent, se réveillent la nuit pour s'haïr. Exemple, l'État islamique. À l'inverse, encore une fois, je veux me nuancer, l'État islamique était sunnite. Donc, c'est pas tout le monde qui sont des malades, qui sont nécessairement des chiites, mais s'avère-t-il que le Moyen-Orient, grosso modo, tu as quand même quelques millions de chiites qui sont à l'extérieur de l'Iran, et donc, l'Iran étant la principale puissance chiite, a beaucoup d'influence ailleurs, puis c'est ce conflit-là qui est toujours latent. Ça, c'est un autre élément à comprendre. C'est pas reposant, cette place-là. Non, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Tout le monde veut se tuer. Aucun sens. Mais là, c'est ça. Si tu veux revenir sur l'Iran, à cause de tout ça, l'Iran qui, elle, dans le fond, c'est le boss des chiites. Ce qu'elle fait, c'est aller se trouver des milices chiites un peu partout dans le monde, notamment le Hezbollah, le Hamas, c'est des sunnites en passant. Je veux juste compliquer la patente encore plus. C'est des deux côtés. Je veux que les gens comprennent que c'est nuancé. C'est pas vrai les chiites, c'est juste des malades. C'est pas vrai que les sunnites, c'est pas vrai. Il y a des deux. C'est une généralisation. Maintenant, le fait que l'Iran soit le boss des chiites, ça lui permet d'aller cogner à la porte du Hezbollah et dire hey, toi aussi, t'es haï, t'as haï tout le monde. Donner de financement, me donner de l'argent, tu mènes le djihad contre Israël avec moi. Il n'y a rien qui unit ces deux peuples-là. Là. L'Iran, là, je vais te donner c'est quand on appelle l'axe de la résistance. Vous allez souvent entendre parler de ça. Là. Depuis un bout, là, on va parler de l'axe de la résistance. C'est quoi l'axe de la résistance? C'est un groupe de factions armées louchement associées, qui n'ont pas de lien entre elles autres, mais qui sont tous des alliés de l'Iran, des proxys de l'Iran, disons, des partenaires. L'Iran n'est pas capable de lui dire « Hey, tu vas envahir tel maintenant, vas-y, va perdre 500 de tes hommes. » Puis, elle est capable de solliciter. Elle ne peut pas donner une instruction, mais elle peut dire « Je pense que si on attaque là, on a vraiment une belle fenêtre, puis je t'aiderai, puis je t'accompagnerai, puis je te donnerai des informations, renseignements, appui logistique, des armes, de l'argent, je vais t'aider. Là. Si toi, c'est dans tes intérêts de partir contre Israël, c'est beau, on va y aller. » Okay. Ils ont fait ce deal-là avec d'abord le Hezbollah, le Hamas, les Houthis au Yémen, qui est dans l'ouest du Yémen. Tu as des milices irakiennes qui sont alignées avec l'Iran, puis tu avais anciennement la Syrie. La Syrie est tombée récemment. Fait que, bref, l'Iran était capable, à partir de la révolution islamique, toutes les années qui sont venues ensuite, l'Iran s'est mis à se composer un réseau d'alliés un peu partout qu'elle pouvait utiliser contre Israël.
en les activant. Puis eux, la résistance, leur point en commun, c'est parce que c'est tous des chiites. C'est à peu près tous des chiites, à l'exception du Hamas. Puis, leur intérêt commun, c'est qu'ils haïssent tout Israël à mourir. Ouais. Ah, ok, C'est ça. vraiment le seul point en commun. Ils n'aiment pas l'Iran plus qu'un autre. Ils n'ont pas d'attachement à l'Iran. Si, par exemple, tu voyais le Hezbollah, il y a eu la guerre de 12 jours en juin dernier. Israël a affronté l'Iran. L'Iran a appelé au Hezbollah. Puis il a dit, let's go, mon homme, là, on a besoin d'aide. Là. Viens divertir un peu l'armée israélienne. Viens attacher un peu de leurs ressources. Viens limiter leur bande passante. Puis le Hezbollah a fait, non. Parce que c'était pas dans leurs intérêts. Ils ont décidé de rester sur les serres parce qu'ils étaient dans le trouble avec le gouvernement libanais. Ils sont dans un processus de désarmement à ce moment-là. Il y avait un cessez-le-feu avec le Liban. Fait qu'il y avait tout un trouble que eux autres avaient leurs propres enjeux. Ils ont dit non, on n'embarque pas là-dedans. Là, en ce moment, les Houthis, ils font rien. Juste ça, je vais peut-être avoir tort dans les prochains jours, je sais pas. À l'heure où on se parle, ils n'ont rien fait. Les milices irakiennes, ils n'ont à peu près rien fait. La Syrie, ça n'existe plus. Le Hamas, il est neutralisé. Le Hezbollah, rien fait. Fait que ce qu'on voit en ce moment, c'est un peu la raison pour laquelle on a été attaqué l'Iran, c'est que normalement, là, c'est un genre de porc épic. Puis là, on y a enlevé toutes ses épines, les unes après les autres. Fait que là, on est capable de l'attaquer finalement, lui. Ce qu'on n'était pas capable avant, parce que t'attaquais l'Iran, ouais, ton pays se faisait attaquer par des roquettes puis des drones à coups de centaines qui arrivaient du Yémen, de l'Irak, qui arrivaient depuis le Hamas, dans la bande de Gaza, depuis le Liban. C'était ce qu'Israël appelait un ring of fire, un cercle de feu qui l'entourait. Tu peux rien faire. Maintenant, ce que ça permettait à l'Iran, c'est ça. Israël a fait quelque chose qu'on n'aime pas, là. Ils pouvaient calibrer leur réponse en fonction de ça. C'est-tu quelque chose qui nous énerve 2 sur 10? On va avoir une coupe de roquettes. C'est-tu quelque chose qui nous énerve 10 sur 10? Là, on va les activer tout en même temps, puis la région au complet va s'enflammer. Fait que ça fait un méchant bout. À chaque fois qu'on parlait de l'Iran, on était comme plus tard. On va y mettre des sanctions, on va les isoler, on va les mettre dans une cage, mais partir en guerre contre eux autres. Fait que ce que tu as vu, c'est Israël à travers la guerre contre Gaza. Israël a commencé avec Gaza, puis le Hamas, le 7 octobre. Le Hamas attaque Israël. On ne sait pas exactement à quel point Israël était au courant en passant. Il avait anticipé cette attaque-là. Ou c'était-tu un plan du Mossad de faire une insurrection pour que on ça n'a pas parte? encore eu la vérité là-dessus, mais il y a énormément d'enquêtes et des allégations très sérieuses qui ont été formulées contre le premier ministre Netanyahou, dont il se défend encore aujourd'hui, puis on n'a jamais pu avoir les commissions d'enquête parce que, justement, j'y viens, depuis le 7 octobre, Israël n'a jamais arrêté. C'est ça. Ils ont commencé, puis il y a une raison pour ça. Le Hamas a commencé contre eux. C'est beau. Régler le problème du Hamas. Ils ont aplati Gaza dans une campagne vraiment une tragédie humaine dont on n'a jamais vu une telle envergure, une véritable catastrophe. Maintenant, une fois que tu as fini avec ça, c'est beau. Ils ont été contre l'Hezbollah au Liban. Terminé l'Hezbollah. Ils ont réglé le problème. Cessez le feu, désarmement, toute la patente. Et c'est pour ça que je dis, là, après ça, ils sont virés de bord. La Syrie s'est effondrée en décembre de l'an dernier. Un autre qui tombe. Avec leur aide. Ils ont aidé énormément à faire tomber la Syrie. Fait que là, tranquillement, ils ont fait tomber. C'est carrément une campagne israélienne à travers d'abord Gaza puis le Hamas qui s'est tranquillement rentré dans une logique expansionniste pour après ça se rendre en Irak. Puis là, ils se prennent des petits bouts de Syrie. Puis là, après, ils se sont rendus à bombarder directement l'Iran. Récemment, on attaquait les Houthis au Yémen. C'est les Américains qui ont été bombardés. Fait que ça, je te dis, t'avais comme le porc épic avec toutes ces espèces de proxys puis ces épines qui nous empêchaient de l'étrangler, que soudainement, ils enlevaient une après l'autre. Et là, ben, tu vois Israël qui a une opportunité incroyable. Puis la raison pour laquelle ils ont fait ça, qu'ils ont vu, on va commencer par le Hamas, puis on va toutes les faire, c'est qu'il y avait une opportunité stratégique exceptionnelle qu'eux autres ont vue. L'opportunité s'appelle Donald Trump. C'est que n'importe quel autre président américain sont toujours très favorables à Israël, sont toujours dans la poche d'Israël. Je n'ai jamais vu un président américain ne pas être un caniche israélien. Je dis ça en pesant mes mots. J'en ai jamais vu depuis Kennedy. Mais Trump est particulier. Trump est plus que pro-Israël. Trump est acquis à cause israélienne. Trump a vraiment une préférence intense pour les Juifs dans ce conflit-là. Puis je dis pas Israël, je dis les Juifs. C'est qu'il faut comprendre, il y a beaucoup de Juifs dans la famille de Trump également. Jared Kushner, notamment sa fille, c'est des gens qui sont convertis. Jared était déjà un Juif originalement. Fait qu'il y a une proximité avec la juiverie en général qui est très forte du côté de la Maison-Blanche Trump et c'est normal et c'est compréhensible. Les financiers de la Maison-Blanche Trump sont
largement aussi attaché au lobby israélien. Le plus gros bloc de financement que Trump a eu, c'est 250 millions de dollars qui venaient de la famille Sheldon, Miriam Adelson, qui sont des Israéliens sionistes proéminents. Là. Et ce qu'on demandait, on disait carrément à Trump, je vais te donner 250 millions, mais je veux quelque chose en échange. Ce qu'il voulait, je veux que tu reconnaisses que notre capitale, c'est Jérusalem. Il n'y a jamais personne qui a reconnu ça. Jérusalem est censée être divisée. La capitale, c'était Tel Aviv. Les Israéliens ont dit non, on a déplacé notre capitale, c'est rendu Jérusalem, je veux que tu le reconnaisses. Trump a dit, c'est beau. Il a pris le consulat américain, il l'a déplacé à Jérusalem. On reconnaît maintenant que la capitale, c'est Jérusalem. Puis il a fait une série de cadeaux, puis il a tout arrangé le Moyen-Orient pour Israël. Puis Trump a toujours été extrêmement pro-israélien, à un niveau vraiment là, qu'on n'a jamais vu. Donc, les Israéliens voient ça. Ils ont une fenêtre stratégique incroyable. Peu importe ce qu'on fait, on va avoir aucune contrainte de la Maison-Blanche. Pas de gossage avec l'ONU, pas de « ils vont ralentir notre armement », pas de « ils vont commencer à nous gosser avec les droits humanitaires ». T'entendras pas Trump chialer que les Gazaouis sont trop brassés à Gaza, puis t'es entendras pas parler que le Hezbollah a le droit à une représentation politique. Trump va dire effacer toute la surface de la Terre, puis c'est essentiellement ça qu'il a dit. Ouais. Donc, t'es Israël, toi tu joues des cartes, tu joues pas sur 20 ans, là. Tu joues sur 1000 ans, là. Tu joues sur 100 ans. Là. Ce que tu vois, c'est que tu as une petite fenêtre qui va durer 2 ans, parce que tu peux faire ce que tu veux. Il faut que tu prennes ton agenda de politique étrangère, que tu compresses mon homme en dedans d'une petite fenêtre de 2 ans, parce que là, on le voit, là, les élections de mi-mandat s'en viennent aux États-Unis, Trump va probablement perdre sa majorité. Ouais. Fait que très vite, il pourra même plus, même s'il veut, il pourra plus appuyer de même à tour de bras Israël. Fait qu'Israël a vu ça, a compris la situation, a dit, écoute, on va utiliser la fenêtre qu'on a pour maximiser l'impact de Trump. On va utiliser l'armée américaine comme un multiplicateur de puissance, puis on va l'envoyer faire la job pour nous autres. Puis c'est très trash, mais c'est essentiellement ça qui se passe, où l'armée américaine est utilisée actuellement comme un multiplicateur de puissance, pas pour une campagne américaine, pour une campagne israélienne. Puis on a su récemment, une couple de jours, Marco Rubio. C'est drôle, Marco. Il n'a pas fait exprès. Il parlait, puis il trouvait que c'était brillant ce qu'il était en train de dire. Il disait « Non, là, écoutez, on n'est pas en train de faire une... C'est pas nous autres qui a déclenché la guerre, là. On a répondu à une situation. En fait, on savait qu'Israël allait probablement attaquer, et donc, l'Iran aurait répondu, on n'aurait pas eu le choix de s'impliquer de toute manière, donc il dit aussi bien de commencer en premier. Là, tu viens de dire que c'est la guerre d'Israël, que c'est parce qu'Israël s'est en guerre que tu étais obligé d'y aller toi aussi. Fait que toute cette situation-là, c'est vraiment un conflit Israël-Iran. La différence, c'est que normalement, là, tous les pays arabes avaient la même position que l'Iran. Tout le monde, que ce soit l'Arabie Saoudite, l'Oman, le Yémen, le Bahreïn, les Émirats arabes unis, le Koweït, l'Irak, tout le monde disait « fuck Israël, on veut pas d'État israélien ». Israël a été en mesure politiquement, par des actions indirectes, de changer la position de ces pays-là. Tu as eu la subversion, tu as eu des coups d'État. La Libye, on avait Kadhafi, faisait chier, on l'a fait tomber. On avait Bachar al-Assad, on l'a fait tomber. On avait Saddam, on l'a fait tomber. Fuck you. C'était pas des campagnes américaines, ça, là. Je suis désolé de réveiller puis de red pill tout le monde. C'est une campagne israélienne. La campagne américaine au Moyen-Orient, ça a toujours été une campagne israélienne. Mais en envoyant des Américains. Des Américains, parce qu'ils peuvent pas faire la job d'eux autres. Même, c'est un peuple de 8 millions de personnes, pas de ressources au milieu du... C'est gros comme le New Jersey au milieu du Moyen-Orient. Entouré d'ennemis. Ben, ça, je me demandais, moi, c'est ça, les Américains, ils sont-ils forts, Israël? Parce que, tu sais... Rien. Ils sont rien. Ils ont une arme nucléaire pour se défendre, dont ils ne reconnaissent pas l'existence encore aujourd'hui en passant. Israël est un des seuls, sinon le seul État nucléaire sur la planète à ne pas avoir signé les accords de non-prolifération parce qu'il ne reconnaît même pas l'existence de la bombe. Mais pourquoi d'abord, tu sais, Israël a été fondé après la Deuxième Guerre mondiale, fait qu'on pourrait penser qu'il est dans une position un peu plus faible. Ouais. Tu disais qu'ils sont fait attaquer jour 1 de tout l'autre côté. S'ils sont faibles, pourquoi ils ne sont pas fait juste tasser puis éliminer? Je m'en vais dans une place tellement controversée, là. Je suis désolé d'avance. On parle souvent de l'influence politique israélienne, à quel point ils ont de l'influence dans les gouvernements occidentaux, etc. Ça sonne comme une théorie du complot, parfois. On dit Israël contrôle la France, puis l'Allemagne, puis ci, puis ça, puis ils ont forcé tel politicien.
c'est pas entièrement faux qu'il y a une influence démesurée au niveau politique puis au niveau financier par Israël dans les pays occidentaux. Puis c'est le résultat d'une stratégie délibérée puis tout à fait compréhensible. Puis c'est là que je veux qu'on sorte de l'antisémitisme classique puis qu'on donne les vrais facteurs. Parce que les gens vont dire les Juifs sont les Juifs. Fait que les Juifs contrôlent tout parce que c'est des Juifs. C'est pas... Du moins, j'embarque pas là-dedans, personnellement. C'est de l'antisémitisme de la pire espèce, c'est crasse, puis je veux pas généraliser. La réalité, là, puis ça, je veux le marteler, certains des plus grands opposants, encore aujourd'hui, du projet sioniste, de l'État israélien, ce sont des Juifs. Puis certains des plus grands appuis du projet sioniste, ce sont des chrétiens puis des protestants américains qui veulent, parce qu'ils pensent que c'est l'interprétation biblique. Puis, fait qu'on peut pas dire les Juifs, les Israéliens, c'est tous des enjeux extrêmement complexes à mettre en contexte. Maintenant, si toi, tu es Israël, comme je te dis, on joue ces cartes. Tu es gros comme le New Jersey, tu n'as pas de ressources, tu es au milieu d'un océan de pays qui veut ta mort, littéralement, un quartier extrêmement difficile, et tu n'as pas les moyens militaires de résister. Tu es en désavantage qualitatif, tu n'as pas les meilleures armes, tu es en désavantage quantitatif, tu n'as pas autant de soldats. Fait qu'est-ce que tu peux faire? Call des chums. L'élection présidentielle aux États-Unis, là, aujourd'hui, là, ça coûte à peu près 1 milliard, 1,5 milliard. D'après les chiffres qu'on a, le financement qui est déployé, il y a certainement de l'argent dans les coulisses, il y a certainement plus que ça. Mais un chiffre, mettons, là, à 1 milliard, 2 milliards. Si ton budget de la défense à Israël, c'est à peu près 40-50 milliards, on s'entend-tu que si tu peux t'acheter le président américain pour 1 ou 2 milliards, c'est le meilleur argent que tu auras jamais dépensé de ta vie. Bon bête, là. Fait que ce que tu vois, c'est qu'Israël, pour des prérogatives de survie, littéralement, parce qu'eux se disent que c'est une question de vie ou de mort, on se doit d'avoir les pays occidentaux de notre bord. C'est la seule manière qu'on peut survivre si on est attaqué. Il faut qu'ils nous arment, il faut qu'ils nous donnent de l'argent, il faut qu'ils nous envoient de l'équipement, il faut qu'ils viennent intercepter les missiles pour nous. On ne peut pas se défendre tout seul. Fait que toi, ton argent, ta dépense, oui, dans ton secteur militaire, mais aussi à déployer partout à travers le monde du noyautage de tous ces gouvernements, de tous ces partis politiques, de tout. Fait que là, qu'est-ce que tu vas faire? Il y a une élection primaire au Parti démocrate. Vous êtes les deux candidats au Parti démocrate. Toi, tu dis que tu es pro-Israël. Toi, tu dis que tu es pro-Israël puis tu veux me donner des armes. C'est pour lui que je vote. C'est pour lui que je mobilise mon argent. Puis là, je viens de déterminer qui va être le candidat qui va affronter les républicains. Good, je vais faire ma affaire du côté républicain. Fait que tu viens que tu crées un environnement à travers très peu d'argent qui est extrêmement favorable à Israël. Tu ajoutes les médias, tu ajoutes plein d'autres choses. Là, je reste vraiment juste sur la prérogative géopolitique de la survie. Qu'est-ce que tu fais si tu as de l'argent, mais que tu n'as pas d'influence? Tu achètes de l'influence. Tu t'en vas dans ces pays-là, tu t'assures d'avoir un mot à dire. Puis si toi, tu es un opposant d'Israël, je vais m'assurer que tu ne sois pas élu. Puis si ça donne que tu es élu, je vais m'assurer d'avoir du matériel compromettant sur toi pour être capable de faire changer ta position ou de te tasser de là dans l'éventualité d'eux. Comme quoi? Fait que je vais peut-être organiser un île avec quelqu'un. Et Epstein's Files serait-tu orchestré par le Mossad? C'est quoi l'avantage à Donald Trump quand, au début de son mandat, il a dit qu'il allait pas se mêler les pinceaux outre-mer? Là, finalement, il envoie le tiers de son armada navale pour une guerre qui est juste favorable à Israël. Ouais. Trump, on l'a convaincu qu'il y avait un intérêt pour les États-Unis là-dessus, qui n'est pas complètement faux. C'est vrai que l'Iran met la merde depuis des années. C'est vrai que c'est un problème pour... Tu sais, Israël et les États-Unis sont tellement aussi attachés sur leur justement, les campagnes américaines, c'est par extension des campagnes israéliennes et vice-versa. Ça vient qu'à un moment donné, c'est difficile de déterminer qui est quoi dans l'entité israélo-américaine. C'est quoi les intérêts de qui. Fait que souvent, il y a un amalgame qui va se faire. Les Américains voient qu'Israël est dans le trouble, vont interpréter ça comme une menace à leurs intérêts. Parce qu'ils estiment qu'Israël, dans le Moyen-Orient, c'est leur multiplicateur de puissance. C'est que là, vois-tu, qui fait les attaques contre l'Iran largement en ce moment? Les avions israéliens. Qui a tué l'ayatollah? Une opération israélienne, avec du renseignement de la CIA. Fait que qui est quoi? C'est pour ça que tu comprends après l'Iran qui est comme... Ils disent dans la même phrase, mort à Israël, mort à l'Amérique. C'est comme c'est l'équivalent des deux. Maintenant, cette détestation-là, comme je te dis, a été fondée sur le djihad à Israël, la détestation politique, géopolitique, stratégique. On n'a rien en commun, puis on veut absolument essayer aussi d'acquérir un peu de
de réputation là-dessus. Celui qui fait le plus la guerre à Israël, dans le monde musulman, a un peu de clout, un peu de prestige. T'sais. Si c'est toi qui es vu comme étant le patron de la cause palestinienne, puis c'est toi qui a... C'est très bien vu dans le monde musulman. L'Iran fournit beaucoup de pétrole à la Chine. Est-ce que c'était une stratégie de Trump d'affaiblir la Chine en détruisant l'Iran? Ça fait partie des prérogatives. Quand tu me dis pourquoi Trump a fait ça, ça fait partie des raisons pour lesquelles on a décidé d'y aller. La Chine, faut prendre ça avec un grain de sel. Encore une fois, il faut vraiment nuancer parce que là, j'entends des niaiseries des fois, puis c'est le commentariat géopolitique est dénué de toute nuance, puis c'est important d'en apporter. C'est pas vrai que l'Iran était un énorme fournisseur à la Chine. La Chine, là, son mix énergétique, premièrement, là, c'est pas 100% du pétrole. C'est à peu près 50% du pétrole, une portion d'énergie nucléaire, une portion de charbon, une portion d'énergie hydroélectrique, une portion d'éolienne, une portion... Le pétrole, c'est un petit bout. Dans le pétrole, t'en as environ la moitié de la moitié, là, qui vient du Moyen-Orient. Et dans cette moitié de moitié-là, tu as une contribution de l'Iran, effectivement. La raison pour laquelle la Chine achète du pétrole iranien, c'est pour leur donner une belle tape dans le dos et dire « Moi, t'encourager ». Un peu quand les scouts viennent cogner à la porte, tu dis « Ah, tu fais pitié, moi, t'encourager ». Puis il y a aussi le fait que, oui, bon, ça fait chier les Américains, mais ça joue pour les Chinois. Parce qu'eux autres sont tellement sous sanction, les Iraniens sont étouffés, n'ont plus accès aux marchés internationaux. Le seul à qui ils peuvent vendre du pétrole, c'est à la Chine. À rabais. Ben oui, parce que si le baril est à 90$, hey, t'as peu, là, moi, comment ils font ça, là? C'est que tu m'envoies ton bateau, ton pétrolier, en eau internationale, j'envoie le mien, on se rejoint, on se colle l'un après l'autre, tu transfères ton pétrole dans le mien. C'est une opération super dangereuse, c'est du transvidage en pleine mer. Là. Dès que tu as des vagues, c'est hyper compliqué. Et là, après ça, moi, je reviens avec le pétrole dans mon pays, le gouvernement me demande où tu as pris ça. Je sais pas. C'est pas du pétrole sanctionné, je sais pas. Mais bref, cette opération-là, là, pour que la Chine se donne le mal, il faut que ça soit à rabais. Fait que oui, la Chine achète du pétrole iranien, mais il faut pas capoter à dire « Oh mon Dieu, ils vont tout perdre si jamais ils perdent l'Iran. » C'est plus l'Iran qui avait besoin de la Chine que vice-versa. D'ailleurs, tu as le détroit d'Ormuz. Si vous regardez une carte, tu as le petit détroit d'Ormuz, c'est pas large. Tu peux nager de bord en bord. Là. C'est quelques kilomètres. Là. 33 quand même. Là. Exactement. Ça a traversé du lac. Mais il y a des mines sous-marines, puis là, ça brasse. des drones sous-marins. Là. C'est la nouvelle affaire. Là. Eux, dans la guerre de 12 jours, ils ont voulu fermer le détroit d'Ormuz. Parce qu'encore une fois, regardez une carte, vous allez voir que tous les pays qu'il y a là, le Koweït, Émirats arabes unis, le Bahreïn, l'Irak, l'Arabie saoudite, tout le monde a besoin de sortir par là pour accéder aux marchés internationaux. Fait que l'Iran s'est dit, on va bloquer ça, ça va faire chier tout le monde, ça va créer une crise internationale, puis ça va forcer les États-Unis et Israël à signer un cessez-le-feu pour essayer de ramener de la stabilité. Quand ils ont voulu faire ça pendant la guerre de 12 jours, la Chine a appelé, puis on dit, non. À cause de ce que je t'expliquais tantôt. On en prend un peu chez vous, mais on en prend bien plus chez tes voisins. Fait que là, viens pas nous boucher tout ça, mon homme. Fait que là, ce qu'on vient de voir, c'est que dans le conflit actuel, l'Iran a fermé le détroit d'Ormuz. Ce qui, dans le contexte, on se comprend bien, là, c'est un fuck you à la Chine, qui voulait dire, gars, tu viens pas m'aider, mon homme, là, m'a fait ce que j'ai besoin de faire. M'a m'arranger. Fait qu'ils ont essayé de fermer le détroit d'Ormuz, puis tu vois, effectivement, en ce moment, là, à l'heure où on enregistre, t'as beaucoup de navires qui essayent de passer de part et d'autre. Fait que là-dessus, moi, ce que je vois, c'est vraiment, il y avait un intérêt américain. Trump a peut-être été convaincu, à tort ou à raison, qu'un changement de régime était possible. Je le pense pas. Encore aujourd'hui, au moment où je me tiens, je pense pas que c'est possible. Maintenant... Le seul atout pour les Américains, c'est que la Chine va être un petit peu affaiblie. La Chine fait affaiblir, c'est une énorme influence dans le Moyen-Orient qui va contre leurs intérêts, qui aimerait ça se débarrasser. Tous les pays arabes d'autour, là, c'est des alliés américains, ils haïssent tout l'Iran. Là. Ils détestent l'Iran. L'Iran, la première affaire qu'elle a faite quand la guerre a pogné, elle a lobé des missiles chez chacun de ces pays-là pour dire « Va chier, vous n'avez qu'à pas collaborer avec les Américains ». Les Iraniens, il faut comprendre leur posture, là. Pour eux, c'est les seuls légitimes dans le Moyen-Orient au complet. Jared Kushner, le beau-fils à Trump, le gendre à Trump, disait une formule, mon homme, choquante. Il dit, il existe juste 3 vrais pays dans le Moyen-Orient. La Turquie, l'Iran, puis l'Égypte. Il dit, le reste, c'est toute la bullshit. Puis, tu sais, c'est extrêmement controversé. Là. Je ne veux pas lui donner raison. Mais sur le fond, on comprend pourquoi il dit ça.
c'est que tu as 3 civilisations. Les Iraniens, c'est les Perses. Les Turcs, ça a été les Ottomans historiquement. Ça a toujours été aussi une identité très forte. Les Égyptiens, naturellement, une autre civilisation. Après ça, regarde une carte du Moyen-Orient. Là. C'est dessiné au 90, mon homme, par les accords de Balfour, parce qu'on t'a dessiné ça, puis toi, Sykes-Picot, puis un petit bout de par ici, un petit bout de par là, puis on a-tu divisé un peu en deux? Fuck you, figure it out! Fait qu'il n'y a pas tort quand il dit, fondamentalement, il n'y a pas beaucoup de pays qui sont légitimes, puis qui sont vraiment des nations avec une identité, puis une langue, puis c'est l'Iran, puis des pays arabes. Fait que l'Iran regarde les autres, puis elle dit, vous êtes toutes des espèces d'usurpateurs qui sont dans la poche des Américains. Vous avez choisi de trahir les Palestiniens pour vous remplir les poches. Puis les Iraniens n'ont pas tort. C'est vrai que c'est des hypocrites, les gouvernements arabes, que d'un bord, c'est « la Palestine », puis de l'autre, ils vont aider Israël, puis ils vont prêter leur espace aérien pour aller bombarder l'Iran, puis ils vont participer activement aux sanctions contre l'Iran, puis ils vont... Ce que Trump a fait, là, que je disais tantôt, là, qui ont changé politiquement la position de tous ces pays-là par la manipulation, c'est que Trump, il a compris que la solution, c'était pas la Palestine. Il a compris que c'était toutes des hypocrites. Que toi, tu me dis, je fais pas de relation avec Israël parce que Palestine, blablabla. Il a compris que c'était de la bullshit. Il est allé voir le Maroc, il dit, quoi tu veux? Tu veux le Sahara? C'est beau, c'est à toi. Le Sahara occidental, ça fait des années qu'il voulait ça. On dit, c'est beau, je te le donne, mais tu reconnais Israël puis tu fais la paix. Deal. Il est allé voir le Soudan. Toi, tu es sur la liste des États sanctionnés, terroristes. Je t'enlève si tu fais un deal avec l'Iran. Alors, avec l'Israël. C'est là, mon homme, toi, t'es sanctionné. État terroriste, t'as pas accès à rien. C'est la pire affaire qui peut t'arriver. T'es genre les talibans, là. Fait que de te lever de ça, c'est un cadeau incroyable. Il a été voir tout le monde dans le Moyen-Orient comme ça, dans la Jordanie, pour leur faire des cadeaux. C'est ce qu'on appelait les accords d'Abraham. Ça a été négocié par Jared Kushner, justement. Kushner, le beau-fils à Trump, qui s'est promené, qui a été faire ces deals-là à la pièce. À la place de toutes les asseoir ensemble, ça aurait été impossible. C'est un juif, lui? Ouais. OK. Il les a pris individuellement, puis ils sont arrivés à une entente. Fait que l'Iran regarde ça, puis ils sont comme, cette gang de vendus. Puis pourquoi ils sont pas allés voir l'Iran? Ils ont Exemple, l'Arabie Saoudite. Ce que veut l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite devrait détester aussi Israël. Depuis toujours, l'Arabie Saoudite a toujours publiquement opposé Israël, etc. On apprend qu'en privé, ils disent, oh, on est prêt à normaliser, on veut juste... Leurs revendications ne sont même pas Israël, là. Ils sont aux États-Unis. Ils disent, donne-nous des F-35, des avions de chasse, donne-nous un programme nucléaire civil, puis donne-nous une garantie de défense, que tu vas nous protéger. Et là, on va signer avec Israël. Ils ne demandent rien à Israël, ils ne parlent même pas de la... Ah ouais, hein? Fait que ça, je veux dire, tu regardes ça de la perspective, l'Iran, eux autres sont comme, c'est toute la frime, c'est tout n'importe quoi. Fait qu'il faut comprendre de où ils viennent là-dessus. Les Iraniens se voient comme la seule résistance légitime à l'empire sioniste, impérialiste américain. C'est plus comprenable pourquoi ils ont bombardé justement tous les pays. Tout le monde autour de se dire fuck you, vous êtes tous des petits caniches, puis en se disant ça, c'est qu'ils savent très bien qu'il n'y en a pas un là-dedans qui peut se défendre. Fait que si j'attaque toi, j'attaque tout le monde dans la pièce. Vous autres, la première fois que vous allez faire, c'est vous virer, aller tirer la cheville des États-Unis puis dire « Hey, ça prend un cessez-le-feu. Ouais. On peut pas se défendre. Là. Ou viens nous défendre. Là. » Fait que là, ben, tu viens de considérablement augmenter le prix, le coût de la déstabilisation que les Américains ont imposé en allant bombarder. Fait que là-dessus, les Iraniens, il faut faire énormément de nuances. Là, les gens vont dire le régime est si mauvais, ça. Oh, le régime est pourri, le régime est économiquement incompétent. Maintenant, il est sous sanction aussi depuis 15 ans, là, à peu près. Là. Puis là, fait que là, l'Iran se fait bombarder par les Israël puis les Américains. Y a-tu des chances qu'eux autres ils répliquent? Ils peuvent-tu, avec les forces balistiques, forces aériennes, le nucléaire, ils peuvent-tu aller attaquer Washington? Les Iraniens ont... En ce moment, puis ça aussi, c'est une autre affaire qui choque les gens parce que tu as beaucoup ça. Là. Les gens, ils haïssent tellement les États-Unis qu'ils oublient de faire la nuance versus l'inverse. Ils haïssent tellement les États-Unis que par défaut, ils vont se rentrer dans la colonne des Iraniens. Puis par défaut, ils vont se rentrer en colonne de la Chine puis de la Russie parce que j'aime pas les États-Unis. C'est correct d'haïr les États-Unis, d'être en désaccord avec leur posture, Israël, etc. Il faut séparer ce qu'on veut de ce qu'on voit quand on fait de l'analyse. Là, je vous le dis, c'est pas ce que je veux, c'est une observation purement mécanique. Ce qu'on voit, c'est que l'Iran est plafonné. Il n'est pas capable d'escalader ce conflit-là plus que ça. Sa portée de missile dépasse pas bien Israël, elle n'est pas capable de frapper les États-Unis continentaux, pas capable de frapper Hawaï, pas capable de frapper Guam, pas capable de frapper rien qui toucherait. Ce qu'elle va faire, c'est ça, demander à ses proxys d'exporter la violence pour elle, déléguer sa réponse d'une certaine manière. Puis à part ça, tout ce qu'elle peut faire, c'est balancer des missiles. Puis,
pour l'Iran, c'est bien triste pour le régime, mais l'interception des missiles, on est vraiment rendu fort là-dessus. Là. Fait que les attaques, puis c'est des deux côtés. Là. Donc, les attaques balistiques, il y a une limite à ce que tu peux faire avec ça. Là. Je te balance des missiles. Tant que j'ai des intercepteurs, c'est pas stressant. C'est vraiment pas genre une affaire que le défenseur est désavantagé parce que de bloquer les missiles, c'est bien plus compliqué que juste tirer des missiles. Compris. Si moi, je veux te pogner puis je veux t'exploser la fiole, j'ai juste besoin de pogner le studio, la pièce, le building. Never mind. Je peux pogner dans le stationnement puis d'après moi, le shrapnel va peut-être te pogner. Versus si tu veux, toi, intercepter mon missile. Alors, il faut que tu le prennes sur le bout du nez, mon homme. Là. Il faut que tu aies une précision au centimètre près. Tu tires, moi, je te tire avec un fusil, il faut que tu tires ma balle. Pendant qu'elle s'en vient. C'est extrêmement difficile. Donc, par défaut, les missiles intercepteurs sont beaucoup plus avancés, puis beaucoup plus précis, puis peut-être avec des tolérances serrées que les missiles offensifs. Qu'eux autres, tu mets un réacteur, une fusée, mon homme, puis tu peux en fabriquer à chaîne à coups de milliers. Fait que par défaut, celui qui attaque a toujours un avantage sur le défenseur. Mon missile coûte 400 000 $, ton intercepteur coûte 3 millions. Par missile. Par missile. En ce moment, le rythme de production pour certains des intercepteurs de haut calibre américains, c'est 6 par mois. Ouais. On n'en fait pratiquement pas, là. Puis là, ils sont où? Ils sont dans le Pacifique pour se préparer à une guerre contre la Chine. Ils sont en Ukraine, qu'on envoie à tour de bras. Je lisais hier, Trump Trump se plaignait puis riait de Zelensky, le président ukrainien, en disant « On a en masse de missiles, mais Biden les a toutes donnés à l'Ukraine puis à P.T. Barnum. » Parlant de Zelensky. Il les a toutes donnés au clown Zelensky. Puis il dit là, on n'en a plus. Fait qu'il dit, probablement ce que les Américains vont faire, c'est aller chercher au Pacifique. Littéralement cannibaliser les munitions qu'ils ont préparées pour un affrontement contre la Chine, pour une contingence, que là, ils vont amener dans le Moyen-Orient. Il manque de munitions. Fait que ça, en ce moment, là, quand on dit combien de temps ça peut durer, tout ça, c'est le principal paramètre. C'est qu'éventuellement, Israël manque de missiles intercepteurs. C'est ce qui s'est passé pendant la guerre de 12 jours. Ça, hein? Guerre de 12 jours, Israël a fait là, vous voyez ses stocks réduire, puis on n'attend pas d'être à zéro. Là. Dès que tu vois que c'est inconfortable, puis que la courbe s'en va vers zéro, c'est le temps de faire un téléphone, puis de dire OK, on prend un cessez-le-feu. Puis puisque les Américains puis Israël rossent l'Iran de manière aussi explicite puis flagrante, l'Iran, dès que tu appelles pour un cessez-le-feu, ils le prennent instantanément. T'obstines pas, puis ils prolongent pas ça plus qu'il faut. Fait que les Américains et les Israéliens ont un avantage incroyable de on te bombarde jusqu'à temps qu'on soit écœuré, on t'appelle, c'est bon, c'est fini. That's it. Puis il n'y a aucune chance que l'Iran décide de prolonger ça. S'il décide de le faire, moi, je n'ai pas juste besoin de missiles. T'envoies un avion, me dropper une bombe, va chier. Puis un autre, puis un autre, puis un autre. C'est comme le fait que j'aie pas de missiles, c'est une contrainte, mais c'est pas la fin du monde. Je peux exporter ce gars-là. J'ai des armes nucléaires. Tu sais, c'est comme les deux, là. L'Israël et les États-Unis étaient à faire des puissances nucléaires. Fait qu'on n'est pas là. On n'est vraiment pas rendu là. Dans le sens que l'Iran, sa capacité militaire, c'est à peu près ça. Les Américains, il n'y a pas de plafond. Il n'y a pas de limite à ce que tu peux faire. Trump il a parlé d'envoyer potentiellement des troupes au sol. C'est-tu quelque chose qui pourrait être véridique ou c'est juste pour faire parler, selon toi? Je pense que ça dépend comment on prend l'affirmation. C'est moitié bullshit, moitié véridique. Bullshit, parce que tu n'auras pas de troupes américaines qui vont envahir là, en Iran. Comme en Irak, là. C'est pas vrai, ça n'arrivera jamais. Il n'y a pas de soutien politique pour ça aux États-Unis. Ils n'ont même pas la capacité, ils n'ont pas la bande passante. Le focus est sur le Pacifique, sur la Chine. Tu ne peux vraiment pas te permettre comme ça d'avoir deux conflits à haute intensité. C'est la doctrine américaine, normalement, tu serais censé être capable d'avoir deux conflits à haute intensité en même temps, mais là, ce qu'ils réalisent, ils ne sont pas capables. Fait que tu prends ton gaz égal, leur focus, c'est surtout d'aller dans le Pacifique. Maintenant, si tu veux regarder, par exemple, la capacité des États-Unis là, à aller frapper l'Iran, puis aller vraiment au bout de cette guerre-là, avec une invasion terrestre, ils peuvent le faire sans utiliser leurs propres soldats. C'est ça qu'ils sont en train de préparer actuellement. Là, il y a beaucoup de bruit comme quoi, puis je ne sais pas si ça va se réaliser et se matérialiser, mais on entend beaucoup de bruit comme ça, que les Américains paieraient les Kurdes, qui sont un groupe ethnique, des guerriers. Ils sont nés avec un gun entre les mains. C'est vraiment un peuple guerrier, reconnu partout à travers le Moyen-Orient, qu'on a souvent travaillé avec. Contre Saddam, on a travaillé avec contre la Syrie, contre l'État islamique. C'est comme un de nos partenaires classiques dans le Moyen-Orient. Puis à chaque fois qu'on a fini avec eux autres, on leur plante un couteau dans le dos, puis on s'en va, puis on les oublie. Puis là, cette fois-ci, apparemment, que la CIA, depuis plusieurs mois, serait en train d'armer et de financer les Kurdes pour les envoyer en Iran.
au cours des prochaines heures, prochains jours. Parce que ce qui se dit, c'est, nous autres, on ne veut pas envoyer nos soldats, on va envoyer quelqu'un d'autre. Deuxièmement, vous autres, les Kurdes, vous voulez un pays? Ils veulent un pays indépendant. Prenez un petit bout d'Iran, puis on va regarder ce qu'on peut faire avec ça. Puis l'idée des Américains, c'est machiavélique, là. C'est une idée de dégénéré, sortie d'une pièce de malade mental au Pentagone. Mais leur idée, c'est de dire, on n'est pas capable de pogner l'armée iranienne. Ils sont tous cachés. Si les Kurdes envahissent, l'armée n'a pas le choix de répondre, puis là, ils n'ont plus de défense aérienne. Fait qu'on va te les ramasser depuis le ciel, puis on va faire le ménage. Soudainement, on va savoir sont où. Et alternativement, s'ils décident de ne pas y aller parce qu'ils savent ça, bien, les Kurdes vont juste marcher sur le pays au complet, puis ils n'ont aucune opposition. Fait que scénario A, tu gagnes. Scénario B, tu gagnes. Les Américains se disent, rentre en Iran, mon homme. Fait qu'il va-tu avoir une invasion? Fort possible. Invasion américaine, on met un astérisque. Il va y avoir des forces spéciales américaines là-dedans, là. Wow. Maintenant, ils vont avoir des patchs kurdes, puis ils vont avoir un petit casque kurde, puis ils vont pas parler anglais. Fait que c'est pour ça que là-dessus, oui, il va y avoir une invasion américaine. Probablement qu'il va y avoir une action terrestre au cours des prochains jours, mais c'est pas les États-Unis qui vont débarquer avec 60 000 soldats, boots on the ground, puis des Marines, puis ça se tient pas. C'est un pays de 90 millions de personnes, là. C'est pas la Syrie, c'est pas l'Irak. Non, c'est absurde. Puis regardez, si ça vous intéresse, regardez une carte topographique de l'Iran. It's a mess. L'Afghanistan, on a été là pendant des années. On a pris le contrôle de la région qui était essentiellement des vallées, puis qui était plate, puis qui était des plaines. Pas eu de problème avec ça. Ils ont pris, tu vois à des kilomètres, il est là, tire. Les montagnes, c'est là que les talibans ont opéré pendant des années. Ils n'étaient pas capables de rien que s'approcher puis d'essayer de démanteler ces réseaux-là. Puis tu avais des passeurs, des armes, du financement. Ça arrivait du Pakistan, tu peux rien faire. Regarde l'Iran, c'est exactement la même chose. T'as l'Arabie Saoudite qui est un énorme désert, c'est fucké, là. Tu regardes l'Iran, il fait comme tenir comme une énorme montagne au milieu du Moyen-Orient. C'est ça l'Iran, c'est une grosse montagne. Fait que c'est facile à attaquer par les airs. Tes radars peuvent pas me voir, il y a plein de crevasses, je peux me cacher dans les vallées, versus si j'arrive par la terre. Oublie ça. Ah là, c'est toi qui as l'avantage. C'est ça, c'est une forteresse imprenable, c'est plein de petits espaces où que soit 50 000, ça n'a pas d'importance, là. C'est un peu comme la scène de 300, là. C'est exactement la même chose. Fait que dans ce contexte-là, probablement que les Américains vont essayer de quelque chose. Mais ils vont pas, tu sais, je ne crois pas là, à la notion sur laquelle ils vont renverser le gouvernement américain. Puis ça, le gouvernement iranien, ça, c'est beaucoup les médias qui ont mis ça dans la tête du monde. Elle disait, checkez les manifestations, il y a du monde dans la rue. Oh, oui, il y a de l'opposition, là. Les gens, il y en a beaucoup qui détestent le gouvernement iranien, puis le régime iranien, puis des Iraniens eux-mêmes, là, qui se réveillent la nuit puis qui espèrent juste qu'on enlève ce régime de malade-là. Maintenant, t'en as beaucoup qui appuient le régime aussi. Puis là, l'exemple que je vous donnerais, c'est qu'en ce moment, Trump nous dit, on a tué votre ayatollah, soulevez-vous, prenez le pouvoir. Les oppositions, soulevez-vous, prenez le gouvernement. Imagine, ils ont essayé de tuer Trump 2 fois, eux autres, les Iraniens. C'est une des raisons, d'ailleurs, pourquoi Trump a voulu frapper. Il y avait quelque chose de personnel là-dedans. La tentative d'assassinat sur Trump, tu penses que c'est les Iraniens? Une des deux, oui. En fait, c'est arrivé 2 tentatives. 2 complots ont été exposés de tentatives d'assassinat contre Trump. La première, la balle sur l'oreille, c'était pas ça. La deuxième, où ils ont trouvé quelqu'un sur son terrain avec un gun, qui se préparait essentiellement à faire feu, ça a été associé à l'Iran éventuellement. Puis apparemment qu'il y avait un deuxième complot que lui, on n'aurait jamais vu se matérialiser, qui existait aussi contre Trump. C'était-tu dans son premier, son deuxième mandat, dur à dire, dans l'interstice, aucune idée. Puis ça serait une des raisons pourquoi il serait allé en guerre, potentiellement. Ils ont posé la question, ils ont dit « I got him first ». Ah, OK, ouais. Je l'ai eu en premier. Ça fait très Trump. Ouais, c'est sûr. Maintenant, imagine, là, un de ces 2 couleurs est réussi. Bang! Trump se prend une balle. Et là, on finit par... T'as l'ayatollah en Iran qui sort sur le podium, qui se brague, puis qui fait comme « Peuple américain, on vous a libéré, prenez le pouvoir, tassez les républicains, démocrates, levez-vous, puis prenez le... » Ah ouais, ça. Je sais qu'il y aurait quelqu'un aux États-Unis qui dirait oui, ils sont mis du bord des Iraniens. Puis c'est la même affaire aux États-Unis. Que là, tu as les Américains, l'empire sioniste, impérialiste des Américains et Israël, qui vient tuer un chef d'État en fonction, qui est une figure religieuse emblématique. Et là, le monde est au milieu du deuil. Puis toi, tu arrives, tu dis hey, soulevez-vous, allez prendre. Je l'ai fait pour vous. Il y a personne qui va répondre aux instructions américaines. Tu sais, ça semble lunaire comme proposition.
C'est ça que tu vois les Américains commencer à constater, là, que ouais, ça sera pas aussi simple qu'on le pensait. Le chef religieux, il a été tué dans la première minute avec les frappes. Pourquoi il était pas dans un bunker? Comment tu as vu ça? C'est incompréhensible. Incompréhensible. Ça fait des semaines, des mois qu'on savait qu'une campagne se préparait, que c'était inévitable. On pouvait même prévoir très précisément l'échéancier, le moment auquel les bombardements auraient lieu pour un certain nombre de raisons évidentes. La progression des négociations, les habitudes de Trump, les positionnements au Moyen-Orient, la posture stratégique, les Olympiques, 1 million de facteurs qui te permettaient de dire « ça va être vendredi ». Et eux, les Iraniens, ont décidé de convoquer une énorme réunion, essentiellement de préparation à la guerre. Là, de genre, on sait que la guerre s'en vient, donc on va se préparer, convoque l'entièreté du gouvernement, beaucoup des successeurs potentiels de l'ayatollah, dans la même pièce, pour discuter, OK, comment qu'on se défend, là, puis pas dans un bunker. Mais non, la pièce, c'était le palais présidentiel. C'est un espèce de compound. Tu as le palais présidentiel, genre le ministère de la Défense, tu as genre des bureaux des gardes de la Révolution, puis tu as le ministère de la Sécurité nationale. Tout ce qu'il y a d'important, en même place. C'est comme si tu rejoins au Pentagone. Là. C'est évident, là. C'est évident que ça va être une cible rapide dans l'éventualité d'un conflit. Et les Américains observent ça. La CIA. Ils ne pouvaient pas en croire, leurs yeux étaient comme, mais ils sont imbéciles, ça n'a aucun sens. Ils croyaient que c'était de la frime, ils croyaient que ça allait pas avoir lieu. Vérifie, arrive à conclusion. Oh oui, il va vraiment avoir une réunion. Puis comment qu'ils l'ont su? C'est que les Israéliens avaient piraté les caméras de sécurité dans la capitale, Téhéran. Les caméras de la ville. Fait qu'ils voyaient les chars des gardes du corps se stationner, ils sont là. Fait qu'ils ont frappé à ce moment-là parce ils ont croisé plusieurs éléments d'information comme ça. Ils ont décidé de frapper, puis ils étaient censés commencer pendant la nuit. Ils ont décidé de retarder l'opération pour profiter de ça. Tellement qu'ils ne croyaient pas. Ils disent, écoute, si on commence à les frapper pendant la nuit, c'est sûr cette réunion-là va être annulée. C'est sûr. Fait qu'ils sont comme, non, s'ils sont assez cons pour faire ça, il faut qu'on en profite. Ils se sont vraiment réunis. Israël a lancé une archi-méga frappe. Et Seigneur, c'est incompréhensible. Là, ils ont fait ça au Hamas. Ils ont tué Ismaël Haniyeh, ils ont tué Yahya Sinwar dans des frappes comme ça. Ils ont tué Hassan Nasrallah, le chef du Hezbollah, dans une méga frappe aussi à l'Iran. Ils n'arrêtent pas de faire des frappes de décapitation contre tout le monde qui représente une menace. Toi, t'es le gouvernement iranien. You have one job. Reste vivant. C'est la seule job pour éviter un soulèvement populaire, pour éviter une déstabilisation, que là, tu perds ton ayatollah, t'en as plus de tête du régime. C'est l'enfer. Et ils ont échoué à cette tâche élémentaire-là. Fait que oui, c'est une démonstration d'incompétence puis de négligence qui est difficile à comprendre. Assez que moi, les seules explications rationnelles qu'on me donne jusqu'ici pour justifier ça, c'est de dire, pourquoi ils ont voulu mourir en martyr? Ça devait être volontaire, puis une sorte de stratégie. J'y crois pas. J'y crois vraiment pas. Moi, je pense qu'on s'est réunis en pensant qu'on était intouchables. Peut-être aussi que l'ayatollah s'est dit qu'il était protégé par les gens dans la pièce. Parce que ce qu'on a su par après, c'est que là, Trump, là, avec le Venezuela, on a enlevé Maduro le 3 janvier. Ça faisait depuis novembre qu'on était en négociation en secret avec la médiation du Qatar. Le Qatar, complètement hors de sa ligne. Là. Le Qatar faisait de la médiation entre le gouvernement du Venezuela, Maduro, puis les États-Unis. Les États-Unis essaient de trouver un remplaçant. Puis ils ont réussi à négocier avec Delcy Rodriguez, qui est devenue la présidente du Venezuela. Ils ont coté un deal avec elle des mois avant. Des mois avant, il s'était trouvé un traître dans le gouvernement du Venezuela. Dans sa gang. Il allait prendre le relais. Puis c'est pour ça que les Américains, quand ils ont placé Delcy Rodriguez, ils étaient comme « Inquiétez-vous pas. Elle va être chum, inquiétez-vous pas. Peu importe ce qu'elle dit, peu importe sa gesticulation, on sait qu'elle va être chum. » C'était acquis d'avance. Là, après, on a su que les Américains négocient en ce moment avec des éléments du régime à Cuba pour faire le même move. C'est-à-dire, nous autres, on ne veut pas déstabiliser ça. On veut juste enlever... On veut juste mettre le régime sous tutelle, dans le fond. Okay. On veut juste qu'il fasse ce qu'on veut. On s'en crée, c'est quoi ta structure de pouvoir, puis comment tu t'administres à l'intérieur. Fais ce que tu veux, ta vie politique intérieure. On veut juste que tu sois aligné avec nos intérêts. Fait que t'enlèves Maduro, t'en mets une, fais ce que tu veux, mais fais pas chier. Le pétrole, c'est nous autres qui décident. Bon, ils veulent faire la même affaire avec Cuba. Et là, on a appris qu'ils faisaient la même affaire avec l'Iran.
Parce que c'est un modèle fantastique, ce qu'on fait au Venezuela. Ça te permet de ne pas déstabiliser, de ne pas avoir de crise de réfugiés, de ne pas avoir le pire d'un changement de régime qu'on a vu en Irak, en Libye, un peu partout, là, qui se vire en guerre civile puis en bordel. Fait que là, il est en train de négocier avec des gens autour de l'ayatollah pour essayer de voir, serais-tu prêt à, mettons, là? Et là, Trump nous dit, au lendemain de cette frappe-là, c'est pour ça que je te dis, peut-être que l'ayatollah pensait qu'il était protégé par ça. Au lendemain de la frappe, Trump dit, ouais, on négociait avec plein de monde, mais ils sont tous morts. C'est tout le monde qui avait moindrement de l'influence dans ce gouvernement-là était dans la pièce au moment de la frappe. C'est fou, ça. Fait que les Américains se sont ramassés un peu la queue entre les jambes à dire, bon, ben, OK, I guess que ça va nous prendre quelqu'un de l'intérieur. Ça a trop bien été. Ils n'avaient pas renommé un autre ayatollah puis se sont regroupés 88 d'une pièce. Ça, c'est une vraie... On a entendu ça, puis les Israéliens sont sortis en disant... Écoute, quand j'ai vu ça, moi aussi, là, ça relevait de l'absurde. J'ai dit, c'est une parodie, c'est impossible. Parce qu'après tout ce qu'on venait de dire là, il fallait choisir un nouvel ayatollah. Tu convoques les 88 membres du Conseil des experts dans une pièce pour choisir, et Israël frappe la pièce. Non, t'es comme sérieux, ça devient une mauvaise blague, là. C'est pas vrai. Ils ont frappé la pièce pour vrai. Il y avait effectivement un meeting qui se tenait à ce moment-là, mais il était virtuel. Ah, OK. Israël a juste... Il y a un guess, puis c'est dit. S'ils se rendent compte, ça devrait être là, mais ils ne sont pas imbéciles à ce point-là. En tout cas, manifestement pas. Pas loin. Assez que, bon, là, l'ayatollah devrait être nommé bientôt, puis ce serait probablement le fils de l'ancien ayatollah, d'ailleurs. OK. Puis tu sais aussi, une des raisons pourquoi il y a eu les frappes que j'ai vues, c'est qu'il y a le développement du nucléaire en Iran. Puis tu sais, on parlait d'Israël qui est une puissance nucléaire, les Américains aussi. Y a-t-il une chance qu'il y ait des armes nucléaires, l'Iran, qui ont eu le temps de se développer, mais qu'on le sache pas? Maudite bonne question. Le deal qu'on avait avec eux, là, c'est qu'eux ont toujours voulu avoir un programme civil. Ils disent on veut un programme civil parce que le pétrole, ça ne durera pas pour toujours. Puis leur argument, il est repris par plein d'autres pays à travers le Moyen-Orient. L'Arabie Saoudite, j'en parlais tantôt, veut un programme civil. Le Qatar veut un programme civil. Les Émirats arabes unis veulent un programme civil. Tout le monde dit, man, le pétrole, là, s'il y a une personne qui est consciente de l'état des réserves, c'est ceux qui les exploitent. Les autres, ils le savent. Puis ils font une trajectoire, puis ils sont comme, si on n'en trouve pas des nouveaux, il n'en restera pas pour 100 ans. Puis nous autres, notre économie au complet est basée là-dessus. Fait que c'est pas viable, ben. Ça te prend une alternative énergétique à long terme, puis qui est vraiment béton, qui peut remplacer les usines de les raffineries, le pétrole, le gaz naturel, qui, lui, marche 100% du temps. C'est pas une éolienne, puis c'est pas des panneaux solaires. Fait que l'énergie nucléaire, c'est une bonne alternative. Les Iraniens ont toujours dit, on veut un programme nucléaire civil pour sortir du pétrole. Maintenant, le problème, c'est que dès le début, les Israéliens ont toujours dit c'est de la bullshit, ce qu'ils veulent, c'est un programme militaire. Puis on a observé que l'Iran, pour faire un programme civil, il faut que tu enrichisses ton uranium. L'uranium, c'est comme tu le ramasses dans une pelletée de boquettes dans la mine, là. Il vaut rien. Il faut que tu l'enrichisses fois 1000 pour avoir une concentration qui est suffisante. Ils les mettent dans des espèces d'essoreuses à salade, des centrifugeuses qu'on appelle, qui viennent extraire vraiment un peu plus de concentration. Puis il faut que tu aies à peu près, mettons, 10 à 15 % pour un programme civil. Militaire, il faut que tu sois à 90 et plus. Ça te prend de l'uranium d'une pureté parfaite parce que tu vas avoir un potentiel fissile maximum, puis tu veux que la détonation se fasse bien. Puis... Fait qu'on a commencé à observer que les Iraniens enrichissaient leur uranium plus que pour un programme civil. Obama est rentré en négociation avec eux autres à ce moment-là. Déjà, Israël disait « fuck you, on les bombarde, on les bombarde, on les bombarde ». Ils n'arrêtent pas de dire qu'ils veulent la mort d'Israël. Fait que s'ils ont une arme nucléaire, Israël voyait ça comme une menace existentielle. Fait qu'ils disaient « fuck you, on les bombarde, s'ils ont une arme, on les bombarde ». Obama voulait rien savoir de ça. Il a négocié avec l'Iran, disait, on peut-tu avoir un deal pour que tu enrichisses moins ton uranium pendant au moins 10 ans, que nous autres, on peut s'envoyer des inspecteurs dans tes installations, qu'on puisse voir qu'est-ce qui se passe, puis s'assurer que tu es conforme. Puis si c'est ça, on serait prêt à lever les sanctions sur le pays. Okay. L'Iran a fait good, bon deal. Pas longtemps après, Trump dit « Obama, c'est un clown, il ne s'est pas négocié. » Puis c'est vrai qu'il y a des problèmes dans l'entente. Là. Mettons, il y avait juste une protection pour 10 ans. Après 10 ans, l'Iran faisait ce qu'il voulait. Fait que Trump dit « C'est un deal de merde. À la place de ça, vous auriez dû garder les sanctions qui étranglaient l'Iran. Ils étaient dans le coin du mur. Ils n'auraient pas eu le choix d'abandonner complètement leur programme ou même le régime se serait effondré. » Fait que Trump dit « C'est de la merde, cette entente-là. » Trump se fait élire. Il était même pas encore candidat à la Maison-Blanche quand il disait des affaires de même. Oh. Il était même pas candidat à l'élection. Il faisait juste dire « Obama, c'est un clown, c'est un ci, c'est un ça. » Finit par décider de se présenter. Gagne.
instantanément se retire de l'entente, déchire l'entente avec l'Iran, dit c'est de la bullshit, on remet les sanctions, on va te faire tomber le régime. Trump appelait ça la campagne de pression maximale. Il disait, on va t'les empêcher de vivre. Puis ça a marché. Le rial iranien, la monnaie s'est effondrée, les conditions de vie se sont dégradées, les relations avec tout le monde sont devenues impossibles, les Européens ont tout effacé les relations avec l'Iran. C'est vraiment rendu un des États les plus sanctionnés, les plus isolés au monde. Et là, ça allait vraiment pas bien. Vraiment pas bien, assez que quand Trump arrive pour son deuxième mandat, on est vraiment en posture de discuter de potentiellement sortir le programme nucléaire de l'Iran. Parce que là, ils n'ont plus de capacité pantoute d'exister. Puis le contexte politique a changé. Tu avais un président radical qui était en Iran, qui était un rigoriste, qui disait, par exemple, Ibrahim Raisi, puis même son prédécesseur, qui disaient tous on veut l'arme nucléaire, c'est notre seule forme de sécurité, puis fuck les États-Unis, fuck les négociations, on va manger les sanctions s'il faut, puis si tu veux que je te dise, it is what it is. Arrive un autre président, Massoud Pezeshkian, le président actuel en Iran, qui lui arrive en disant ouais, c'est le temps d'esti de lever ces sanctions-là. Là. Ça n'a aucun sens. Là. On n'est plus capable de manger, on n'est plus capable de sortir du pays, c'est le bordel. Fait que lui, avec ce message-là, en promettant qu'il va lever les sanctions puis qu'il va négocier avec les Américains, se fait élire président. Fait que tu avais une fenêtre d'opportunité, on se dit OK, on va négocier avec vous autres pour voir. On s'assoit avec eux, on commence la négociation. Assez rapidement, ça devient évident qu'ils n'ont pas l'intention d'abandonner leur programme nucléaire. Parce que c'est de la dissuasion. Ils savent qu'on parlait du porc-épic. Yvonne, t'enlèves toutes les épiques. Mettons, je t'enlève toutes tes épines, t'as encore une bombe nucléaire entre les dents. Fuck. Fait que tout le monde savait ça. L'Iran le sait aussi. Fait que depuis quelques années, à partir du moment où les négociations sont effondrées, puis c'est arrivé de manière cyclique, là, à chaque fois que les négociations s'effondrent, tu vois l'Iran qui fait comme ouais, good. Ça en va voir ces installations, développe son programme, accélère autant que possible et sprint vers la bombe nucléaire. Assez que c'est un meme, Master. T'as Israël qui nous dit à toutes les 2 semaines sont à 2 jours d'une bombe nucléaire, ça s'en vient. C'est que ça fait des années qu'on nous dit que c'est imminent. Fait que t'as cette tension-là. Maintenant, les Israéliens ont effectivement un stock d'uranium enrichi suffisant pour fabriquer des bombes. Ta bombe n'est pas valide tant que tu n'as pas fait de tests. Là. Ça reste juste une idée théorique. Ils sont loin, on dit. Ils n'ont pas fait de tests nucléaires. S'il y avait des tests, tu peux être sûr qu'on réagirait beaucoup plus que ça. Puis additionnellement, le fait que tu as fait des tests nucléaires, ça ne veut pas dire que tu es capable de m'alarguer sa tête. Là. Ouais. Puis tu en as toujours bien qu'une. Là. Moi, j'intercepte 90% de tes... L'Iran, dans un scénario bien optimiste, chanceux et naïf, serait peut-être capable là, de toucher à la ligne d'arrivée puis dire « Fini! That's it! Je l'ai! » Ça, ce serait suffisant. Parce que je peux peut-être pas t'alarguer avec un missile, mais je peux envoyer un 18 roues, traverser la frontière à Rafah, puis s'en venir en Israël, puis exploser au milieu de Tel Aviv, par exemple. Ça, je peux faire ça. Tu vas faire quoi? Des bombes sales. C'est l'idée qui est derrière le programme militaire iranien. Okay. Fait que là-dessus, on est comme, ils vont-tu l'avoir? Ils vont-tu pas l'avoir? C'est important d'être clair. Ils sont pas aveugles de l'avoir en ce moment. On n'est vraiment pas dans un scénario d'escalade d'une nouvelle puissance nucléaire. Est-ce que c'est crédible qu'ils l'obtiennent un jour? Oui. Est-ce qu'ils ont manifesté le désir de l'avoir? Oui. Puis si j'étais l'Iran, est-ce que je me ferais une bombe nucléaire? Très oui. Parce que là, on vient de voir ce qui est arrivé. On vient voir que la dissuasion par l'axe de la résistance, ça vaut rien. On vient voir que la dissuasion balistique, de tirer des missiles, ça vaut rien. Il ne te reste plus aucun levier dissuasif. Fait que je dis pas ça pour dire je prends pour l'Iran. Là. Je dis si je joue les cartes de l'Iran, le prochain ayatollah, le prochain régime, peu importe comment il sera composé, n'a pas le choix là, d'obtenir une méthode de dissuasion le plus rapidement possible. Sans ça, c'est quoi qui empêche Israël de faire comme qu'ils font là, de revenir tondre le gazon? Ils ont fait la guerre de 12 jours. Ils ont détruit tout ce qu'ils trouvaient de lanceurs de missiles. Ils ont détruit tout ce qu'ils trouvaient de radars. Des mois là, que le Mossad, les services de renseignement, la CIA, regardent des images puis identifient des cibles. Tu les effaces toutes. Tu t'en vas, ils recommencent à construire le programme, ils recommencent à refaire des sites de missiles, ils recommencent à construire des usines de missiles. Il faut que tu ailles tondre le gazon une fois de temps en temps. Fait que c'est ça qu'ils ont été faire. Ils voyaient que le programme nucléaire iranien est en train de reprendre un peu de vitesse. Ils voyaient que le pays est en train de se relever au niveau militaire, qu'on recommence à construire des missiles. On dit, ouais, s'ils étaient à 6, là, la dernière fois, en termes de capacité militaire, ils ont descendu à 2. Là, ils les voyaient remonter à 3, 4. Ils se sont dit, non, fuck you.
On redescend à 0, mon homme. Fait que c'est pour ça que là, tu vois, frapper tous les sites de lancement, frapper systématiquement toute la marine. C'est un des objectifs de guerre que Trump a donné. C'est-à-dire, on veut plus qu'il y ait de marine. On a décidé que ce pays-là n'a plus de marine à cette heure. Force aérienne, même affaire, de frapper tous les avions, toute la capacité aérienne de l'Iran. C'est vraiment, là, on est rendu à dire, on castre l'Iran. On y enlève tous ses moyens d'être une menace. Avec la guerre en Iran, il y a plus qu'une dizaine de pays d'impliqués qui sont fait bombarder. Il y a la France qui a renvoyé leur porte-avions, l'Italie qui donne des moyens défensifs. Ouais. Ça pourrait s'étendre jusqu'où, cette guerre-là? Même les médias parlent de Troisième Guerre mondiale. Ouais. Non, parce que la Chine et la Russie ne s'impliqueront pas dans aucun scénario. Puis je le sais, il y en a plein là, qui tapent du pied en espérant une Troisième Guerre mondiale. À chaque fois qu'il y a un conflit, je ne comprends pas en passant. Là. Je ne comprends pas l'exotisme d'une guerre mondiale. Là. C'est quand même très grave. Mais il y en a plusieurs. Que là, il y a la Russie puis là, la Chine. Non. Il n'y a aucun scénario dans lequel ça va arriver, premièrement. Deuxièmement, la portée des missiles ne se rend pas en Amérique du Nord, etc. Ce que pourrait faire l'Iran, à cause que tu as l'Italie, puis là, le Royaume-Uni qui prête ses bases aux Américains, pourrait faire exactement ce qu'ils ont fait avec le Royaume-Uni. Le Royaume-Uni a prêté la base de Chypre, l'Iran a attaqué Chypre. Fuck you. Si jamais l'Allemagne commence à s'impliquer, si jamais la France commence à s'impliquer, là, on attaque des intérêts israélo-américains. On va attaquer des intérêts français. Vous avez des bases aussi, vous autres à gauche et à droite, là. Puis vous avez des installations, puis vous avez des éléments de vos services de renseignement qu'on fait accraire, qu'on ne sait pas qu'ils sont là, mais qu'on peut les sortir demain matin. Il y a encore des leviers pour ce qui est des autres pays, pour ce qui est des États-Unis, etc., pas vraiment. Un autre scénario qui doit être évalué, qui est en termes de projection de la force, là, puis de dissuasion, les activités terroristes. L'Iran, à travers le temps, le régime iranien a été accusé, puis même démontré comme étant impliqué dans plusieurs attaques terroristes à travers le monde, certaines en Occident. Si tu voulais exporter la punition, tu pourrais effectivement utiliser les tactiques de l'État islamique, par exemple. Mais c'est pas dans leur playbook. Je ne sais pas si tu comprends. C'est pas quelque chose qu'ils font typiquement. Là. Ce serait vraiment une escalade majeure du conflit que d'avoir des actes de terrorisme sponsorisés par le régime iranien en réponse à des... Ce serait une escalade majeure, puis il y aurait une réponse, là. Faut pas penser qu'ils feraient ça en toute impunité. Ce serait cabochon de leur part. En ce moment, l'Italie, le Royaume-Uni, la France... Je ne s'occupe pas de ça, là. Ils font des déclarations comme quoi, ouais, on va peut-être aider, on va peut-être intercepter, on va... Pas personne à part les Américains et Israël. C'est ça, là. Fondamentalement, ils vont peut-être prêter des bases, prêter leur espace aérien, des affaires comme ça. Mais c'est une guerre israélo-américaine. T'as pas de coalition, t'as pas rien. Peut-être les pays arabes autour, qui vont commencer à lober des missiles à leur tour, mais ils n'ont pas de capacité, ou presque. Ils ont quelques avions que les Américains leur ont vendus. Ils comptent, ces Américains. Oh, oui, c'est les Américains qui sont censés défendre. C'est pour ça que l'Iran a compris ça. Si j'attaque les Américains se défendent eux autres mêmes. Si j'attaque les pays arabes, là, ça fait chier les Américains d'utiliser leurs missiles pour défendre. Pour défendre Dubaï puis les défendre le Koweït. Ils en ont comme rien à faire stratégiquement parlant. Tu veux défendre tes bases. Fait qu'en attaquant ces secteurs-là, ça permet de maximiser la pénalité. Puis oui, c'est un bon levier. Les Iraniens sont pas cons, c'est ça qui est important de comprendre, puis c'est la nuance des fois qu'on oublie d'ajouter dans le commentariat géopolitique. Tout le monde est comme le régime des barbus, puis une gang de tout croche, puis c'est comme si c'était essentiellement tout le temps attaché par de la broche à foin, puis sur le bord de s'effondrer. Ils gouvernent depuis 1979, là. C'est pas vrai. Ils en ont passé des crises, puis ils en ont passé des moments d'incertitude, puis des manifestations, puis des crises économiques, puis des tensions diplomatiques, puis des guerres ouvertes, plusieurs fois. Fait que tu as eu la guerre entre l'Iran et l'Irak. On a financé et l'Iran et l'Irak à chacun notre tour. Il y en a eu des épisodes comme ça. Puis à chaque fois, la République s'en sort. Puis le régime iranien s'en sort. Puis ils vont nommer un autre ayatollah. Puis le nouvel ayatollah, si tu le tues, c'est quoi qu'ils vont faire? En nommer un autre encore une fois. C'est ça. C'est un pays de 90 millions de personnes. Là. Même si tu tues 25 membres du gouvernement américain dans une frappe, quand on parle du deep state, là, c'est it goes on and on and on and on. La pyramide hiérarchique, t'enlèves le niveau du haut. C'est beau. On promue tout le monde d'un niveau, puis on se réorganise. C'est sans fin, l'État. Fait que là-dessus, l'idée de renverser l'État iranien par des frappes de décapitation, puis on va en tuer assez qu'éventuellement, ça va faire switcher à la balance, ça ne me semble vraiment pas crédible. Puis, soyons sérieux, là,
il y a personne qui vaut son sel en termes d'analyste là, qui va vous dire que c'est crédible comme possibilité. Je suis pas c'est rare. D'habitude, je suis tout seul sur mon île sur beaucoup de constats et de prescriptions. Mais là-dessus, sur ce diagnostic-là, tout le monde qui comprend moindrement la région dit « Non, vous n'avez aucune chance de changer le régime. » C'est pour ça que les pays arabes autour disent « Arrêtez ça tout de suite. » S'ils voyaient qu'il y avait une chance, ils diraient « Allez jusqu'au bout, on va vous aider. Il faut qu'on se débarrasse de ce cancer au Moyen-Orient. » Plutôt, ils sont comme « Hey, garde, arrêtez vos niaiseries. Là. C'est nous autres qui va falloir qu'ils deal avec ce tyran-là après. Là. C'est nous autres qui va falloir deal avec ça. » Selon toi, ça peut durer combien de temps, le conflit en Iran? Longtemps, tant que les Américains veulent. Il y a un scénario dans lequel ça dure. Il y a un scénario dans lequel ça dure 10 à 15 jours encore à peu près, que d'ici la fin du mois de mars, ça va être terminé. Mais il y a un autre scénario dans lequel on parle d'une campagne vraiment 4, 5, 6, 7, 8 mois. Là. Si effectivement l'invasion par les Kurdes se matérialise, les Américains n'auront pas le choix de les appuyer avec des bombardements depuis les airs. Ça veut dire que tu les accompagnes jour par jour dans une campagne offensive en Iran qui va nécessiter d'interventions constantes, qui va nécessiter d'informations, du renseignement, de l'appui logistique, des armements. On va falloir traverser des armes et de l'équipement à travers la frontière. On va être très impliqués. Si ça se matérialise pas, je vois vraiment pas un scénario dans lequel ça dure plusieurs mois parce qu'il y a une limite à ce qu'on peut extraire à un moment donné. Si on n'escalade pas au-delà des bombardements balistiques, c'est juste ça. C'est juste ça. Tu me bombardes. Ils bombardent Gaza depuis combien de temps? Là? Il ne reste plus un building qui tient debout à Gaza. C'est gros. C'est quelques kilomètres de circonférence. 2 kilomètres carrés, c'est genre. minuscule. Puis ils sont pas capables d'en venir à bout. Puis je dis ça avec tellement d'amour pour les gens de Gaza, là, mais dans le sens, Israël, avec toute sa motivation, tout son arsenal, toute sa stupidité opérationnelle, puis sa négligence pour la vie humaine, n'est pas capable de venir à bout. Ouais, c'est terrible. Tu vas me dire, tu vas passer à travers l'Iran. Voilà, prends ton gaz égal. Les Kurdes, ils sont combien, eux autres, dans leur gang? Ben trop, man. Ben trop. On regardait ça hier. Ben trop, parce que je regardais ça hier avec mon collègue Anthony. On prépare quelque chose sur les Kurdes. On essaie de faire comprendre comment c'est considérable ce qui est en train de se passer, de les envoyer envahir l'Iran comme ça. Puis écoute, je veux pas dire de niaiserie, mais il me semble que c'est quelque chose comme 25 à 30 millions. OK, ouais, il y a bien du monde dans ces pays-là. Ah oui, c'est malade. 25 à 30 millions, quelque chose comme ça. Je ne veux pas dire n'importe quoi, là, mais c'est énormément de monde. Assez que nous autres, on se disait, t'en prends à peu près 1%, puis tu as 250 000 personnes qui franchissent la frontière. Là. Maintenant, les Kurdes, tu as les Kurdes iraniens, les Kurdes irakiens, les Kurdes turcs, les Kurdes syriens, tu as plein de groupes, ils ont 3 dialectes différents, puis ils ne sont pas tous chums main dans la main. Là, on est en train de parler de prendre les Kurdes iraniens, puis de les renvoyer contre l'Iran en disant, tout a eu ton gouvernement. Comme s'ils payaient les Acadiens pour se soulever contre le gouvernement québécois. Okay. Ou canadien. Ouais. C'est vrai, ça. Et puis lui, il serait un peuple de guerriers, là, puis il serait un peu opprimé, puis on dirait, tiens, pas une guerre. Vas-y. Maintenant, ils ne sont pas suffisants, mais ils sont un groupe considérable quand même. C'est ça. Là, on parle d'à peu près, disons, là, ou même, je pense que c'était quelque chose comme 9 millions, pardon, je sais pas, 9 ou 10 millions à l'intérieur de l'Iran de Kurdes, juste dans l'Iran. Fait que si t'en prends 10 %, tu te ramasses avec 1 million de personnes à peu près là, qui veulent être actifs puis qui veulent lancer une campagne. Fait que ça peut durer très longtemps. Moi, ce que je vois en ce moment, c'est une campagne qui est relativement... qui ne durera pas pour toujours, là, qui devrait durer de 10 à 15 jours, peut-être 20 jours. Le temps essentiellement d'aller jusqu'au bout du bombardement. De dire, on avait toutes ces cibles-là. Il va arriver un moment où tu n'as plus de cibles. Pour vrai. Tu as fait le programme nucléaire, tu as fait tous les lanceurs. Là, il paraît qu'ils n'ont quasiment plus de lanceurs de missiles. Tu as les installations gouvernementales, les stations de police, les bases aériennes, les bases militaires. Maintenant, il y a une limite à ce que tu peux frapper. Puis Israël a eu ce problème-là à Gaza aussi, qu'éventuellement, ils passaient à travers leur liste de cibles. Fait que ça prend des mois au renseignement à retrouver, à identifier des patterns, à trouver de quoi frapper, avec quelle munition, à quelle profondeur. C'est long, puis c'est compliqué. Fait que là, les Américains, ils vont arriver au bout de tout ça maintenant. Normalement, ce qui viendrait quand tu as fait le ménage, t'envoies tes troupes. Là, il n'y en aura pas. Ils nous disent qu'il va en avoir pour des raisons tactiques. C'est juste que si moi, je veux t'envahir, puis je dis, je vais te sacrer une volée, mais j'enverrai pas mes troupes. Je plafonne moi-même la campagne. Tu comprends? Que toi, tu dis, c'est beau. J'ai juste besoin de survivre à ça. Là, si je dis, on ne sait pas. On va peut-être envoyer des troupes. Ça va peut-être durer des semaines. On est prêt à se battre pendant des semaines. C'est de la guerre psychologique.
C'est que tu es en train de dire, il n'y a aucune limite à jusqu'où je suis prêt à aller. Mais non, les Iraniens savent très bien. Là. Ils voient là, la posture américaine, qu'il n'y a pas de Marines en quantité suffisante, que les Américains sont impliqués ailleurs, qu'ils ont le Pacifique. Ils ont des analystes, puis ils ont des géopoliticiens, eux autres aussi. Ils ne sont pas imbéciles. Là. Si le conflit en Iran dure longtemps, ça pourrait être quoi les impacts sur nos vies à nous ici au Québec? Si ça se prolonge vraiment longtemps, vraiment, comme dans plus d'1 mois et demi, ça va être le pétrole puis l'énergie, vraiment. Le reste, il n'y a aucune importance. Le Moyen-Orient ne fournit rien à la planète à part du pétrole. Puis je suis désolé de le dire dans même pétrole, gaz naturel, les hydrocarbures fournissent rien d'autre. Il n'y a pas de nourriture, il n'y a pas d'extrait, il n'y a pas de fertilisant, c'est pas l'Ukraine qui approvisionnait 25 affaires puis beaucoup de nourriture. Le prix du gaz va doubler ou il va tripler? Non, parce qu'encore une fois, là, on parle de 20 de l'approvisionnement mondial. Il y a une possibilité que ça augmente considérablement. Maintenant, les marchés sont régionaux. Là. L'Iran puis le Moyen-Orient, ils vendent très peu en Amérique du Nord. On n'achète pas de pétrole à l'Iran de notre côté. L'essentiel de ce pétrole-là s'en va en Asie. Fait que oui, le pétrole, c'est un marché mondial, mais avant que nous, ça nous affecte dans nos contrats, dans nos prix de pétrole, dans le prix au baril qu'on importe au Canada puis aux États-Unis, on n'est pas rendu là tout de suite. Puis s'il y a un impact, il va être beaucoup moindre qu'en Asie, puis que dans les marchés justement au Moyen-Orient ou en Europe, où le Qatar, c'est lui qui fournit beaucoup de l'Europe en gaz naturel. Le Qatar se fait bombarder, il est obligé de suspendre sa production. Ben là, ça, tu vois les prix de la tonne métrique de gaz naturel qui doublent dans le marché européen. Pas ici. Fait que ce qui pourrait se produire, puis je pense, c'est une grosse contingence. Je pense que ça va arriver dans les prochaines heures. Peut-être qu'au moment où le podcast va sortir, ça va déjà être fait. D'après moi, les Américains vont activer la réserve stratégique de pétrole. Une énorme réserve. Les Américains ils ont allumé à un moment donné pendant les années 70 à cause de ces guerres-là dans le Moyen-Orient qui n'arrêtaient pas de les priver du pétrole. Ils se sont rendus compte qu'il y avait des énormes caves de sel, des grottes de sel aux États-Unis essentiellement, qui sont des énormes, des amphithéâtres, là, carrément, gros gymnases en dessous de la terre de caves de sel. Fait qu'ils se sont dit, on va remplir ça avec du pétrole. Littéralement, tu pompes du pétrole en dessous de la terre jusqu'à ce que tout arrive à... Ils ont remis le pétrole en dessous de leur propre terre, puis tu as des centaines de millions de barils. Quand l'Ukraine est arrivée, on a perdu la production russe pendant un bout. La Russie techniquement n'avait pas accès aux marchés internationaux, il faisait pareil, mais il fallait trouver la production russe pour stabiliser le marché. Biden a dit, gars, on va prendre de notre réserve stratégique. La Russie produisait, je ne sais pas, on perd, mettons, 4 ou 5 millions de barils par jour. On va sortir 3 millions de barils par jour de notre réserve stratégique pendant peu importe le temps qui va être nécessaire. Mettons 100 jours. Tous les marchés se stabilisent. Parce que là, on perd, mais eux autres vont en rentrer. Puis pour les Américains, c'est tellement génie, c'est tellement brillant. Parce que là, les prix sont super hauts. Tu vends ton pétrole. Faut se cacher. Quand les prix redescendent, Certain. ils rachètent le pétrole, remplissent la réserve, puis la revendent à profit quand ça vient. Tout ça, c'est une opération extrêmement profitable qui, en théorie, est faite pour le temps de guerre. C'est-à-dire, je m'en vais en guerre contre la Chine, tu me tires des pétroliers, j'ai besoin d'avoir un approvisionnement constant de pétrole. Mais là, ce qu'on a vu à travers l'Ukraine, c'est la première fois qu'on faisait ça, ou à peu près, ils l'ont utilisé pour stabiliser les marchés. On se disait, là, il nous manque du pétrole, inquiétez-vous pas, on va en sortir. Fait que dans un scénario où tu perds une grosse portion de l'approvisionnement international, je m'attends à ce que les Américains mobilisent leurs réserves stratégiques. Maintenant, c'est comme je te dis, ils ne peuvent pas faire ça pendant 600 jours. Ouais. Ils peuvent peut-être faire ça pendant 100 jours. Puis vois-tu ce que Biden a fait, là? 100 jours, à coût je ne sais plus trop combien de millions de barils par jour, c'était le plus gros retrait de l'histoire de la réserve stratégique. Plus gros drawdown elle n'a jamais été aussi basse depuis le moment où on l'a remplie. Fait qu'en ce moment, les Américains, bon, ils peuvent en sortir, mais ils ne vont pas approvisionner la planète au complet en pétrole pendant des années. Là. Fait que ce qu'on risque de voir, c'est qu'ils vont aider leurs alliés, ils vont peut-être commencer à escorter des pétroliers, ça aussi, là, ça c'est le scénario qu'on risque de voir, c'est que le détroit d'Ormuz, l'Iran n'a plus de marine, on vient de le dire. Elle a laissé des mines, ça complique la navigation, mais les Américains ont des navires démineurs. Ils vont arriver, ils vont faire le ménage, ils vont placer des frégates, ils vont faire l'interception des missiles, puis ils vont faire passer le monde à queue leu-leu. C'est pas la fin du monde. Puis c'est pour ça que je trouve qu'il est extrêmement important de parler de géopolitique dans ces affaires-là, parce que ça fait descendre l'anxiété. Les gens voyaient comme si tout c'était la fin du monde. C'est arrivé 25 fois dans les 25 dernières années. C'est vraiment important de prendre ça en contexte. Là, on a un affrontement là. On a eu la même réaction pendant la guerre de 12 jours. La seule dimension qui nous manque, c'était les bombardements sur les pays arabes.
La seule affaire. Le détroit d'Ormuz, on a essayé de bloquer, je te dis, mais là, ça ne durera pas. Fait que de manière générale, là, ces épisodes-là, on en voit, on en revoit. Je pourrais déjà te prédire les 3-4 prochains qui vont suivre. Israël, après l'Iran, ils vont s'envoyer contre la Turquie. Là, c'est la Turquie qui est fait chier, ça va être le premier, le prochain dans le processus. Puis ils sont déjà en train de le dire, puis de l'annoncer, puis de se posturer en conséquence. Fait que tu le vois venir, quand ça se produit, c'est pas la fin du monde. Tu comprends les forces en présence, tu comprends que, bon, on n'a pas affaire à une guerre mondiale, il n'y a aucun scénario dans lequel ça devient une guerre mondiale. Puis, gars, dans la dernière année, là, les 12 derniers mois, tu as eu une guerre en Ukraine, en Russie, tu as eu une guerre au Pakistan contre l'Afghanistan, tu as une guerre entre le Pakistan et l'Inde, tu as eu une guerre entre le Cambodge et la Thaïlande, tu as eu une invasion, prise du président au Venezuela. Like, we do this shit all the time. Wow. Genre, faut vraiment, là, prendre une grosse respiration, ce qu'on veut éviter. Puis c'est pour ça que moi, ça m'active. Puis je fais là, faites attention à vos maudites niaiseries d'invasion par les Kurdes. Puis c'est qu'on a fait ça en Syrie. Ça a été une guerre civile, puis un désastre, une tragédie humaine qui dure encore aujourd'hui. On vient juste d'être capable d'installer un gouvernement. On a fait ça en Libye. Guerre civile, une tragédie humaine qui dure encore aujourd'hui. Tu as des factions qui s'affrontent, c'est une tragédie. On a fait ça en Irak, guerre civile, tragédie. C'est comme qu'on se garde une gêne, là, quand c'est le temps de regarder de l'extérieur. Et là, on tue l'ayatollah. Ouais, bande de clowns. On a tué Saddam au jour 10, mettons. Là. Ça n'a pas été long de tuer Saddam non plus. J'exagère, un petit peu plus long que ça. Mais ça n'a pas été long. C'était le début de la campagne. Ça a duré 20 ans après ça, là, à essayer de rattacher les morceaux puis de s'assurer que... Là, tu me dis, OK, on va envahir l'Iran. Qu'est-ce qui arrive si ça ne marche pas avec tes 250 000 là, qui rentrent avec des guns de la CIA puis de l'argent, puis là, ils rentrent, OK, les Iraniens répondent. Ben de sang, good, c'est pas tes gars. Tu t'en laves les mains, tu regardes. Qu'est-ce que tu penses qu'ils font? Eux autres retournent vers l'Irak. Eux autres, ils ont un Kurdistan. Ils vont envahir l'Irak. Une fois que la guerre va être pognée en Irak, là, tu as les Syriens à côté qui, eux autres aussi, ont des Kurdes. Les Turcs à côté qui ont des Kurdes, qui font la guerre aux Kurdes en Syrie. C'est comme... C'est l'idée la plus stupide que j'ai entendue depuis longtemps. Là. Ça, c'est l'idée de quelqu'un qui ne voit pas plus loin que le bout de son nez, qui se dit... Très bonne idée. Comme on disait tantôt, ça va permettre de mécaniquement faire sortir l'armée iranienne. On va les détruire, les éliminer, décapiter. Ce qui arrive après. On s'en fout. C'est quoi qui arrive avec l'Iran? Si les Kurdes vont-tu prendre un bout d'Iran? OK, puis là, tu fais un nouveau gouvernement en Iran qui, lui, est baptisé par le fractionnement de son pays. C'est comme si le nouveau gouvernement au Québec, mais là, on t'enlève le Saguenay. C'est comme ça n'a aucun sens. Après ça, là, t'en as d'autres factions comme ça à l'intérieur de l'Iran. T'as le Balochistan en bas, au sud-est. C'est la première fois que j'entendais parler de ça. T'as un tas d'ethnies, c'est pas juste Pas des mal, les Perses. Balouches. Oui, ouais, exactement, les Balouches. Les Balouches. Dans le sud-est de l'Iran, au Balochistan. Fait que, tout ça pour dire, là, les Américains ont un plan qui ont l'air d'avoir réfléchi autour d'une table après une coupe de verre qui ne tient pas la route. Fait que c'est ça qui, en ce moment, moi, m'inquiète beaucoup plus que la guerre contre l'Iran. C'est de dire, ce qui viendra après, par exemple, les 10 puis les 20 prochaines années, si vous réussissez votre plan de malade. C'est comme si vous échouez, c'est pas pire que ça. Tu as essayé d'attaquer l'Iran, ça s'arrête là. L'Iran reste comme qu'il était, puis ça continue à être une menace, puis ben oui, ils vont être tannants, mais tu vas retourner dans 2 ans, puis tu vas refaire ce qu'on a vu là. Si tu réussis, OK, on vient de renverser le gouvernement iranien. Qu'est-ce qui arrive ensuite? Combien de réfugiés se ramassent en Europe? T'en as eu des millions avec la Syrie. La Syrie, c'est une fraction de la grosseur de l'Iran. C'est peut-être le 10e de la taille de l'Iran. Le 5e. Fait que ça a été une crise humanitaire avec laquelle on deal encore aujourd'hui. Moi, c'est bien plus ça qui me fait peur. C'est nos idées de cabochon de dire on va être capable de te réorganiser et de te façonner le monde comme qu'on veut, puis fuck les impacts après, puis qu'est-ce que ça fera pour la région, puis les peuples qui vont subir les conséquences de ça, ça nous dérange pas. Fait que moi, j'ai comme une animosité particulière envers ce discours de commentariat mainstream-là qui va toujours être dans le noir et dans le blanc, dans les extrêmes, dans le peuple iranien veut se soulever. Une portion substantielle du peuple iranien veut se soulever. Comme si je te montre des images du printemps arabe, vas-tu me dire, le peuple... Non, une portion substantielle du peuple québécois était à ce moment-là opposée au gouvernement sur un enjeu précis. Question des manifestations. Oui, tu avais plein de gens dans les rues, des dizaines, des centaines de milliers. On ne saura pas, on n'avait pas d'image véridique, il n'y a plus rien qui opérait sur le territoire. On sait qu'il y a eu de la répression extrêmement grave. Combien de morts? 2 000, 5 000, 10 000, 30 000?
Who knows? On n'a pas encore les informations fermes, mais on sait que ça a été extrêmement grave. Maintenant, qu'est-ce qu'ils voulaient, ce monde-là? T'en as une grosse portion qui voulait se débarrasser du régime et ne plus rien savoir. T'en as une autre portion qui voulait juste changer de l'ayatollah. T'en as une autre portion qui voulait juste la fin des politiques rigoristes religieuses. Ouais. T'en as une autre portion qui voulait une réforme du gouvernement, puis qu'on vienne faire un peu plus de... Tu sais, quand le monde était en avant là, de l'Assemblée nationale, puis j'en faisais partie, là, avec des torches puis des pieux, à chialer contre les restrictions COVID, il était à peu près 20 000. Le lendemain, le gouvernement a changé sa position. Le lendemain. Est-ce que le monde en avant de l'Assemblée nationale est en train de dire « on brûle l'Assemblée », puis on veut plus être on veut un nouveau régime, puis on veut se nommer un nouveau parlement, puis ben non, il lobbyait le gouvernement pour un changement de législation. Fait que t'as plein, le spectre, la manifestation. T'as des extrémistes qui brûlent tout, puis qui virent des chars, puis qui tirent sur le monde, puis qui lancent des roches. Absolument. Mais t'en as aussi une autre grosse portion de la population qui regarde ça à la maison, à la télévision, puis qui est stressée, puis qui espère que le gouvernement va s'en sortir. Mais on nous montre pas ça à la télévision. On nous montre pas cette dimension-là. Ça va contre le narratif. T'as soit les mollahs, l'ayatollah, faut toutes les tuer, c'est des ennemis, des méchants, puis des pas fins, ou soit t'as le peuple se soulève, il faut les aider, les appuyer. C'est pas noir et c'est pas blanc. Une portion substantielle était fâchée du régime. On a voulu les aider, les appuyer. On a pris leur narratif, on l'a surexposé pour montrer au monde entier. Puis tu vois l'impact que ça a eu en passant. Dernière fois qu'ils ont été à la guerre contre Israël, la guerre de 12 jours, le monde a chialé. L'Allemagne chialait, la France chialait, le Canada chialait, tout le monde chialait, l'Italie a dit « Vous n'avez pas d'affaires, c'est quoi ce bombardement-là? C'est déraisonnable. » Le Venezuela, tout le monde chialait. Mais là, les manifestations, l'impact qu'ils ont eu, c'est extrêmement efficace. Ça réduit la frontière morale à franchir là, pour aller renverser le régime iranien. Soudainement, les Français étaient comme « Ouais, allez-y, dans le fond. » On va t'envoyer mon bateau. Les Italiens étaient comme « Fuck ce régime-là. » Vous avez raison, ça n'a pas d'allure, ce qu'ils viennent de faire là. Fait que le crime, comme on parlait tantôt de l'Holocauste, de la Shoah, qui a été le crime fondateur, mais pour ce qui est du régime iranien, la motivation de le remplacer, de dire ces manifestations-là, là, ça a été vraiment mettre la table de manière exceptionnelle pour dire on peut faire ce qu'on veut, personne ne va venir t'aider. Personne ne va venir moralement justifier ton existence. Puis toi, ça te stresse-tu, ça, Tremblay? Tout ça? Non, moi je trouve que premièrement, c'est qu'on a une époque où ça bouge extrêmement vite, mais j'ai le recul de l'histoire, comme je te dis, où je passe mon temps à regarder ces dossiers-là, puis à voir que c'est des trucs qui évoluent pas sur 10 ans, mais sur 100 ans. Puis que cet épisode-là, on va y faire référence dans 4 ou 5 ans, puis on va vivre en fonction des paramètres que ça a laissé, puis de la configuration que ça a laissé. Fait qu'éventuellement, tu viens apprendre tout ça avec un grain de sel, à comprendre que c'est des événements qui s'inscrivent dans différents narratifs, qui vont être un point de plus à connecter, puis que c'est juste le monde qui nous entoure. Nous autres, on a eu des référendums, on a gagné, on a perdu, on a perdu, on a perdu. C'est comme, la vie continue. On travaille avec ça, on analyse à partir de ça, c'est le monde qu'on a devant nous. Fait qu'est-ce que ça me stresse? Je répète tout le temps, là, I don't have a dog in this fight. Puis les gens me prêtent tout le temps une maison. Tremblay, c'est un sioniste. Tremblay, c'est un pro-CIA. Tremblay, c'est un pro... C'est pour ça que je fais le gag. Mossad et CIA. C'est pour ça que je fais le gag. On rit du monde, puis le monde, il comprend pas. Le monde, il dit « Ouais, tu check, il est pro-Mossad, il y a une carte du Mossad en arrière. » Je ris de vous autres. C'est un gag. Parce que ce que je veux dire... c'est justement que je fais mon possible pour sortir. Ça peut-tu être ça la photo de la thumbnail? On peut, mais ça va changer. Tu vas te faire brasser. Ben, mais non, sans joke, c'est ça. C'est que on passe notre temps à nous chercher une maison politique, puis à dire ça doit être un ci, ça doit être un pro-russe, ça doit être un pro. C'est comme I don't care. J'essaye de dire ce que je vois au mieux que je peux, d'essayer d'enlever l'émotion puis d'évacuer mes préférences personnelles. Fait qu'à l'inverse, si, par exemple, je préférais les États-Unis, je ferais mon possible pour que tu penses que je préfère la Russie. OK. Parce que j'aurais tellement peur que tu m'accuses d'un billet qui existe pour vrai chez moi. Je veux tout faire pour l'enterrer. Fait que c'est pour ça que, ben oui, je vais être très dur sur les États-Unis, très dur sur l'Iran, très dur sur Israël, très dur sur le Canada, très dur sur tout le monde. Puis je vais dire quand ils font des bons coups. Et ça mêle le monde. Ils veulent savoir dans quelle cause te domper.
T'es-tu un conspirationniste ou t'es-tu un journaliste? T'es-tu un analyste ou t'es un amateur de science-fiction? Il faut que tu rentres à quelque part pour que je puisse te disqualifier quand je suis pas d'accord avec toi. Ah ouais, Ah ouais. faut le dire. Fait que là-dessus, c'est pour ça que je dis, moi, ça me stresse pas. Moi, je le regarde de l'extérieur comme spectateur en appréciant avec beaucoup d'humilité le dynamisme que ça apporte dans la discussion, que soudainement, le Canada semble faire des moves, que l'Europe fait des moves, que, tu sais, pour un analyste en géopolitique, c'est très intéressant puis très fertile, tout ça. Maintenant, je peux pas me réjouir de ce qui se passe ailleurs. Puis je peux pas me réjouir dans une chaise de cuir au Québec qu'il y a une guerre à quelque part en Iran, au Moyen-Orient. Non, c'est ça. Je fais ma job, puis j'essaie de la faire avec le plus d'intégrité que possible. Ça. Moi, ce que je veux savoir, mon Ben, on a parlé des balouches. Comment ça va, toi, avec les filles, c'est en site? On est rendu au segment Eros et compagnie. Avec le code BREAK15, vous pouvez sauver 15% de rabais sur tout leurs produits en magasin. Fait que j'ai un autre cadeau pour toi. J'ai reçu récemment, je vous parlais de ça, je niaisais avec ça récemment, je parlais de mon divorce qui s'étirait puis qui prenait des années. J'ai reçu ma décision de divorce, ils m'ont envoyé ça par... ça fait 3 ans qu'on est séparés. Ils nous ont séparés le 14 février. Ils nous ont signé ça pour le 14 février. C'est comme, c'est hilarant, là, le sarcasme, c'est parfait. Tu vas t'en rappeler. Fait que, ouais, je vais m'en souvenir pour toujours à Saint-Valentin. C'est le jour de la libération, comme dirait Trump. Celebration Day. Ouais, là, c'est complexe, c'est dur, c'est long, c'est laborieux, puis c'est toujours étiré, puis il y a des délais administratifs surtout. Ouais. C'est pas que ton cas est compliqué, c'est vraiment juste que c'est extrêmement long. Fait que ouais, free. Ben, Kim, on a un cadeau pour toi pour te rendre encore plus free. Là, on s'est dit que t'étais déjà équipé parce qu'on t'a donné 2 fois. Écrit homme, fait que je suis content d'avoir commencé. Quand même, là, tu sais, je me suis dit. 16 pouces, ça rentrera jamais, les boys. C'est pas vrai. Qu'est-ce que c'est? Je sais même plus. Qu'est-ce que c'est, messieurs? C'est-tu que. C'est pas de l'huile à massage. Je peux-tu Je pensais que tester? c'était ça, mais il me semble que ce serait pas écrit homme. Non, si, je t'ai. C'est... Hey, je vois un fil puis une batterie, les gars. C'est vraiment mal parti. Oh, tabarnak. Ah oui, ok, Oh. c'est ça. Ah non, avec ça, t'es équipé. T'es plus équipé que les States avec le Gérald Ford. Ah, Ça, c'est le Discombo Bulator. Ça, c'est un cock ring, tu te mets le bat là-dedans, puis tu strappes les gosses avec ce que t'as dans les mains, puis Ouais. la boule va la côté dans le clitoris, mon Ben. C'est fantastique. La science arrête jamais. Ah, La science arrête jamais. ouais. Ah, c'est bon. Ben, merci mille fois, messieurs. Top des tops. Fait que, merci d'être venu sur le podcast. C'était super qui vous remercie. intéressant. C'était vraiment nice, très bien expliqué. On a Je pense qu'on a appris, fait le tour aussi. Mais ouais, je n'ai appris beaucoup. J'aime bien ça quand tu viens nous expliquer des affaires. Plaisir. Même si tu es un fan de Mossad, là, mais ça, écoute. Un gros merci aussi qu'on peut te rejoindre. Ce temps-ci, le meilleur endroit, c'est vraiment YouTube chaque jour sur Terre. On publie constamment, toutes les semaines, 1-2 fois par semaine, des fois, puis c'est des analyses qui rebondissent beaucoup plus sur l'actualité. La plupart des gens nous connaissent pour 7 jours sur Terre. Ouais. Ce sont plus des documentaires avec la musique, la narration, etc. C'est cool, mais ça ne nous permet pas de rebondir sur l'actualité puis de traiter des trucs qui se passent à chaque semaine. Fait que chaque jour sur Terre, c'est vraiment là où je passe le plus de mon temps actuellement. Puis c'est un excellent moyen pour nous suivre. Si on veut t'encourager, t'as tes revues de presse. Ouais, ça serait... Ben, si vous en voulez plus, là, du contenu comme ça, ce que je fais là avec vous, essentiellement, on le fait à toutes les semaines. À tous les mardis, on a une émission. C'est disponible toute la semaine, là, mais c'est diffusé le mardi. Où on revient pendant 1 heure, 1 heure et demie sur toute l'actualité géopolitique internationale de la semaine. On parle beaucoup du Québec, du Canada. Puis c'est dans le même esprit qu'on le fait aujourd'hui. C'est très décontracté, très informel. Fait que si vous aimez le contenu international, géopolitique ou juste comprendre le monde dans cette optique-là, devenez membre de 7 jours sur Terre, c'est 1 $ par semaine, puis vous avez accès à l'émission puis à beaucoup de contenu exclusif. Ça nous aide énormément aussi, bien sûr. Je t'ai abonné puis ça vaut à peine. Fait que, 1$ par semaine, là, c'est pas cher. un gros merci, Ben. C'était vraiment intéressant. Puis s'il y a un autre conflit, on va revenir. À la prochaine guerre! C'est dans un épisode d'être notre plus récurrent de l'histoire de prendre un break. Là. Faut qu'on se rende, faut qu'on la refasse un autre, puis tu vas être notre meilleur On passera à l'histoire. en carrière. Merci d'avoir été là. J'espère que vous avez apprécié puis ça a répondu à vos questions. Fait que n'ayez pas crainte. La guerre peut-être va pas se répertorier ici. Répercuter? Répercuter. Bref, merci à Eros.
Merci à Fort Saint-Basile. Merci à Taizone. Merci aussi à Meuble RD d'encourager le podcast #1 around the world. Yes. Si c'est pas fait, abonnez-vous à tout ce qui est Prends un break. 7 jours sur Terre, chaque jour sur Terre. On se dit ciao, puis à la semaine prochaine, les chums!